Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 452 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le spécial Over-Under. On a fait des Over-Under en octobre dernier. Il est temps de faire le bilan avec notre invité Azad du NBA Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire les bilans. Alors, pas les bilans 2025, mais le bilan de notre grand jeu, les over-under. Et pour ça, on reçoit quelqu'un qui était avec nous pour faire ses paris et qui est là pour accepter sa défaite probable. C'est Azad. Comment ça va, Azad ? Eh ben, écoute, tout va très très bien. J'ai pas l'habitude de faire des paris. C'est la seule fois de l'année où j'en fais. Donc, voilà. Là, c'est les résultats. On va faire les récoltes. Mais bon, au final, l'année dernière, ça s'était plutôt bien passé. Je crois que j'avais gagné, donc on va voir si... Alors, t'as pas gagné, t'étais arrivé deuxième. Mais c'est pas mal quand même, deuxième. Je crois que c'est moi qui étais premier. Alors, si on premier en partant de la fin, peut-être que t'étais premier en partant de la fin, mais je crois qu'il y avait... Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais je crois que malheureusement, tu t'étais avoué vaincu. Non, mais attends. Désolé. À un moment donné, c'est moi qui étais deuxième au bout d'un moment. Mais ensuite, tu m'as doublé. Mais attends, Azad, quand tu doubles le deuxième dans une course, tu es combien ? Oui. Deuxième. T'es sûr ? Je suis sûr, ouais. Ça va, les courses, les circuits, les circuits de course, j'y connais un peu. Ça va, t'as pas 8 ans, elle marche plus cette blague. Elle marche plus, non, j'ai fait trop de Mario Kart pour ça. Ça me rappelle aussi une phrase de Junior dans Les Sopranos. C'est quoi là ? Certains sont tellement en retard dans une course qu'ils croient qu'ils sont devant, quoi. Le truc, les pistes en boucle, tu sais, où t'es tellement à la traîne que tu dis ah ouais, finalement je suis devant les mecs. Non, en fait ils ont un tour d'avance, quoi. Mais bref. Bon, pour ça va en ce début septembre. Bah ouais, apparemment c'est la rentrée des classes, mais pour les gens comme moi qui ont ni travail ni famille. Tu as amené tes enfants à l'école ou oui ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc bref, Azad du NBA Dreamcast Show que vous connaissez bien entendu, du Celtics Blog aussi, j'allais dire Télé 7 jours, mais je crois que j'ai déjà fait la vanne, donc je ne vais pas la faire, mais d'un peu partout, Azad qui se fait retweeter par Isaiah Thomas, je crois que c'est la seule fois où Isaiah Thomas a pas retweeté pour dire prenez-moi un NBA, c'était juste pour dire pour retweeter ton article, mais effectivement, bref, si ça va, on peut enchaîner alors sur ce format. Donc notre format des over-under, c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'idée c'est que en début de saison, on fait des over-under, alors totalement gratuit évidemment, hein, on ne mise pas d'argent parce que sinon tu perdrais évidemment, mais non, c'est un format de preview un peu pour s'amuser, parce que les previews autant les prendre carrément pour le fun plutôt que se projeter un peu sérieusement. Donc on fait un peu des previews dans tous les sens, sur tout type de stats, sur collective, individuelle, nombre de matchs, des net ratings, des victoires, individualité, etc., etc. Et en fin de saison, on fait le bilan. Donc l'an passé, j'ai retrouvé le score, 42 points pour moi et 18 pour toi. Donc j'avais gagné l'an passé. Donc cette année, on a combien de paris ? On en a 61. 61 paris à voir qui va gagner. C'est bien qu'on ait fait un nombre impair comme ça au cas où on est égalité. On aura on peut pas avoir égalité justement. Est-ce que tu es prêt à savoir si tu as perdu ou si tu es deuxième ? Tu sais qu'on peut faire égalité même s'il y a un nombre impair. Parce qu'on peut avoir tort tous les deux. Ah oui, c'est vrai que c'est pas binaire, t'as raison. Donc je dis une bêtise, tout à fait. Toi, l'histoire de doubler le deuxième, c'était un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Hein, mais bon. Et alors attends, si on rajoute deux équipes, Las Vegas et Seattle, combien d'équipes doivent aller dans la conférence Est ? C'est une très bonne question, ça. Ça dépend en vrai. Si c'est Las Vegas et Seattle, c'est l'Ouest. Donc on rajoute deux équipes à l'Ouest. Combien d'équipes doivent transférer à l'Est ? 2. Ah ben non, tu vois, c'est une équipe seulement. Parce que si tu mets deux équipes à l'Est... Oui, de toute façon, tu peux pas... Oui, parce que sinon, ça fait 17 et 15. Oula. Eh ben oui, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on est allé loin dans les études. Ah, tu vois, j'ai réussi à te piéger. Je t'ai pas piégé avec quand on double le deuxième, et j'ai réussi à te piéger avec les conférences, mais voilà. Donc ce sera soit Memphis, soit Minnesota, mais pas les deux. Bref, donc les over-under, on y va. Premier pari qu'on avait fait, c'était pour, notamment, on se basait sur l'an passé, en 2024, il y avait eu beaucoup d'équipes très mauvaises. Je crois qu'on avait parlé des 4 cavaliers de l'apocalypse. C'était les Washington, les Charlotte. On avait 4 équipes à moins 10 de net rating, moins 10 points en moyenne de différentiel attaque-défense. On en avait 4, et donc le over-under, la ligne qu'on avait fixée était à 1,5. Tu avais dit over, j'avais dit over. Azad, réponse. Oh, tu sais qu'on passe pas loin, hein. Parce qu'il y a une équipe qui a 9,9 de net rating. Ouais.
qui est à moins 9,9. Mais du coup, il y en a qu'une qui dépasse les 10. Il n'y en a qu'une seule. Qui dépasse les moins 10. C'est qui? C'est les Wizards. Washington, ouais, moins 12,5. Pelicans, moins 9,9, ouais. On est d'accord qu'on prend les stats de Cleaning the Glass, hein, je crois qu'on avait dit. Oui, donc, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc en effet, ça passe pas alors. 0 points chacun, c'est ça? Du coup, on nombre pair de questions là. Aïe, aïe, aïe. Donc 0 et 0. Ouais, alors pour le coup, moins 10, c'est quand même une barre assez symbolique de vraiment extrêmement mauvais. Je crois que les Wizards, je crois qu'on avait parlé ensemble en plus. Tu avais fait le bilan des Wizards. On avait dit c'est le 4e pire bilan de l'histoire, je crois. 4e pire net rating de l'histoire. C'était un truc assez démentiel. Donc ils sont quasiment à moins 13. Pelicans, d'ailleurs, on les attendait pas là. Assez clairement, je crois je crois qu'il y a des paris d'ailleurs après là-dessus. Ça va être rigolo. Mais moins 9,9, bon, on leur donne pas, on est d'accord. Ouais, bah non, mais par contre, il y a 4 équipes en dessous de moins 9 quand même. Donc on reste quand même, on a quand même les 4 chevaliers de l'apocalypse, toujours un petit peu. C'est juste que New Orleans a remplacé Brooklyn potentiellement, je suppose, qui était dans les moins 10 l'année dernière. Est-ce que Portland n'y était pas aussi l'an passé? Portland, ça me dit un truc, non? Ouais, moins 10,3 les Blazers l'an passé, tu vois. Et ils sont montés à moins 3 à peine de différentiel. Donc ouais. Non, est-ce que le pire, c'est pas que Brooklyn soit à peine à moins 8 et qu'il y ait quand même 4 équipes pires que Brooklyn, alors que Brooklyn, il y avait 2 joueurs NBA dans l'effectif, tu vois. C'est peut-être ça le plus choquant, mais ok. Donc 0 points chacun. On enchaîne de l'autre côté. Je crois que c'était un over-under de ma part. Ok, ici, nombre de victoires. J'avais fixé la ligne à 63,5. Azad, tu avais dit under, j'avais dit over. Qui a gagné? Toi, salopard. Toi, 68 victoires. 68 victoires. Et encore, tu vois, je trouve que j'avais fixé la barre assez bas. Ouais, un peu bas. Sur ce truc un peu sérieux. Parce que je crois que sur Twitter, j'avais parlé de 67 et quelques. Mais j'ai dit under. Oh là là, Azad, dis donc. Après, c'est beaucoup, 63. Enfin, je veux dire, c'est 63. Déjà, la barre des 60 victoires, c'est quand même assez énorme. 63, c'était pas donné, quoi. Ils sont à combien d'ailleurs l'an passé? Je sais pas si t'as les chiffres vite fait là. L'année dernière en victoire? Ouais. Ils sont à 55 de mémoire ou un peu. Ils sont 58 l'an passé. 58. 50. Moi j'ai 57. Tu vois, c'était 57, t'as? Comment ça se fait? J'ai 57-25. Ah non, pardon, oui, non, excuse-moi. Je regardais les expected wins, désolé. Donc 57. Donc tu vois, ça faisait quand même 6 victoires de plus, quoi. C'est quand même énorme à ce niveau-là. C'est pas pareil que de passer de je sais pas moi, de 25 à 31 victoires. C'est plus facile, tu rajoutes un mec qui est compétent. Mais ouais, le bon qualitatif est énorme. Je sais pas si tu me rejoins, mais moi, j'ai un peu cette idée secrète que si Chet avait pas été blessé, on aurait peut-être pu aller gratter les 70, voire même le record, quoi. Parce qu'il fait que 30 matchs, quoi. Bah ouais, clairement, bah, en fait, quand tu regardes le night rating, tout simplement, ils sont à presque plus 14. Ouais, deuxième de l'histoire, je crois. Ouais. Et c'est des scores qui se rapprochent plus des Bulls et des Warriors de 2016 qu'autre chose, quoi. Et puis en plus, cette année, apparemment, il y avait le potentiel pour aller chercher des victoires faciles, parce qu'il y a quand même 3 équipes à plus de 60 victoires. Oui, effectivement, c'est un peu une anomalie cette année. Non, pour expliquer un peu, moi, le raisonnement, c'était le côté, j'en ai déjà parlé, je crois, dans les bilans d'ailleurs de OKC, c'était un côté où ça se croisait très bien entre le niveau de talent pur et une équipe encore jeune qui avait pas encore, entre guillemets, prouvé, quoi, tu vois, qui était un peu en début de cycle, là où tu prends je sais pas moi, même des Boston qui étaient un peu plus en milieu de cycle, voilà, on a déjà Nozaki, etc. Pour moi, il y avait ce côté où ça pouvait péter très haut parce que les mecs étaient encore jeunes et qu'il y avait, voilà, le croisement parfait, tu sais, un peu les Warriors 2015 et 16, quoi, où ça va taper des 67 et 73, du coup, victoire. Je pense qu'on était un peu là-dessus. Je suis pas sûr que l'an prochain on approche d'autant de victoires. Je pense que l'an prochain on a déjà un titre, on ira un peu plus calmement. Troisième pari, troisième over-under, tu avais fixé à 39% le over-under pour l'usage, donc le volume d'utilisation de Trae Young. Tu avais dit over, j'avais dit over. Qu'en est-il? Over-under, je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout ouvert les pages, mais du coup on est en dessous. On est à 34,5, ouais. Pourquoi on avait dit ça? Bien en dessous. Pourquoi on a dit 39? C'est beaucoup quand même. Ah, mais parce que on s'était dit que sans Dejounte Murray, ça irait chercher beaucoup plus haut. Et qu'il a déjà fait une saison à 39. C'est ça, ouais. En fait, avant l'arrivée des Dejounte Murray, il était à 39, justement. Donc on s'était dit ça allait remonter peut-être à ce niveau-là sans Murray. En l'occurrence, Jalen Johnson a aussi pris beaucoup de ballons là-dedans.
Après, tu me diras, il a pas fait non plus toute l'année. Hein. Jalen Johnson, il a fait une trentaine de matchs, mais ouais. Dyson Daniels aussi prend pas mal de ballons aussi. Oui, exactement. Mais tu vois, 2020, il a 38, quasiment 39. En 2021, il a 38. 2022, il a 39. Donc, bon, c'est un peu risqué, mais donc 0 points chacun. Hein. On n'est quand même pas à ce niveau-là. Et d'ailleurs, qui sont les plus gros usages de NBA Est-ce qu'il est C'est premier la ou pas Melo Ball, je pense. Je crois qu'il y a la Melo Ball qui est assez énorme, ouais. Lucas, Kate Cunningham, SGA, Giannis, Joel Embiid et Ja Morant sont devant lui. Ja Morant héliocentrique. Oui. Oui, mais sur combien de minutes d'ailleurs Il joue un peu moins, je crois. En fait, dès qu'il est sur le terrain, il est utilisé. Ouais, ok. Non, mais ouais, je m'attendais à plus. On a été déçus. Et donc, on commence les over-under de Wembanyama. Wembanyama. On a une série de over-under où j'ai fait totalement n'importe quoi d'ailleurs, de mémoire. Premier over-under, on avait dit 28,5 pour l'usage. 28,5, tu avais dit under. J'avais dit over. Qu'en est-il, Azad? Over. 29. Il est à 29. Et encore même, je sais pas ce que. Enfin, tu me diras, t'avais parié qu'il en ferait moins, toi. Mais moi, j'étais même un peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'usage, quoi, tu vois. Ah, je m'étais dit, en deuxième saison, ça me paraissait beaucoup. Avec peut-être en plus l'arrivée de Chris Paul, le développement de Stephen Castle. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il aura pas une part si héliocentrique que ça. Mais au final, quand même, 29% pour un intérieur, c'est assez énorme. Un intérieur qui joue comme un porteur de balle, donc au final, c'est pas tant que ça à l'intérieur, hein, pour le coup. Non, mais tu vois, pour dire, il était déjà à 31% d'usage l'an passé, alors que pas que la fin de saison, quoi, tu vois. La fin de saison, il avait été tous les ballons, etc. Mais même sur l'entièreté de la saison rookie, il était à 31. Donc là, le fait qu'il dépasse à peine les 29, quoi, c'est un peu. Je m'attendais à plus. Moi, je m'attendais à une explosion, mais bref, on l'a pas eu. Autre pari, on avait dit 102 de true shooting plus, donc plus de pourcents relatif à la moyenne en termes d'efficacité au scoring. Azad avait dit under, j'avais dit over. Qu'en est-il? Je pense que c'est au-dessus. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas du tout fait mes devoirs, mais je pense que c'est au-dessus. Il est à 103. Putain. Donc ça perd l'hypopète. Donc ça fait 0 pour toi et 1 point pour moi. Ça fait 3-0 là pour l'instant, non? Pour l'instant, on est à 3-0. Non, mais il y a un côté où il a fait une première année qui n'était pas hyper efficace, hein, pour le coup, avec beaucoup de problèmes. Je sais pas si tu te souviens, mais la sélection de tir était pas top l'année rookie. Oui. Bon, cette année, elle a été plus optimisée, entre guillemets. Il y a plus de catch and shoot, plus de 3 points, quoi. Il aimait un peu plus ses catch and shoot. Je crois que c'était un peu l'anomalie de l'an passé. Il mettait les pull-ups, mais pas les catch and shoot, pardon. Ouais, c'est ça. Il était à moins 3% relatif à la moyenne l'an passé. Ce qui était, bon, c'est autour de la moyenne, hein, mais là, il est passé à plus 3. C'est quand même un peu mieux. Mais ok. Donc, mais bon, moi, je pensais qu'on aurait même une explosion un peu plus grande que ça, pour le coup. D'ailleurs, puisqu'on en parle, Wembanyama, 0,5 titre de MVP en 2025. Azad avait dit under, j'avais dit over. Qu'en est-il, Azad? T'es pas passé loin. Malheureusement, il lui manquait des matchs, je crois. Pas passé loin. Bon, voilà, moi je m'attendais peut-être à une explosion. Mais encore une fois, moi j'avais été tellement charmé par la fin de saison 2024, tu sais, où il bat les Knicks, il bat Denver, il bat les Warriors, il bat tout le monde, quoi. Avec un usage qui est énorme, avec des piquets dans la Mercé, etc. Moi je m'étais dit, pas tant sur le niveau, hein, mais sur le côté, les trophées, quoi, pour parier sur le narratif, les votants. Et je m'étais dit, il y a possiblement un emballement possible. Bon, ça n'a pas été. En plus, elle a été blessée, etc. Mais je pense que, tu vois, dans peut-être pas longtemps, on aura ça. Un côté où je pense que si l'an prochain, les Spurs sont genre à 45 victoires ou même 50, et que lui a beaucoup d'usage, etc., peut-être que ça peut s'emballer, quoi. La machine, et même avoir des votes pour le MVP, mais ok. Bon, MIP non plus, mais en même temps, il a même pas fait assez de. Il a même pas fait assez de matchs, hein, pour ça. Donc on avait dit 0,5 MIP, t'avais dit over, j'avais dit over, donc 0 points chacun. Tu penses qu'il l'aurait eu d'ailleurs avec les matchs ou pas? Ouais, potentiellement. En vrai, qui c'est qu'il a eu sinon? Ils l'ont filé à qui? À Dyson Daniels? MIP Dyson Daniels, en effet. Ok, bon bah super. Ouais, oui. Qui d'ailleurs a aussi été deuxième du Deep hein, pour le coup, Dyson Daniels. Mais All NBA, on avait dit aussi over-under All NBA, un All NBA. T'avais dit over, j'avais dit over. Bon, il y est pas, mais à cause des trophées. Sinon, je pense qu'il y aurait été. Je pense qu'il y aurait été. Facilement. On s'est fait un peu bananer là-dessus. Pareil, All NBA First Team, t'avais dit under, j'avais dit over. Ça te fait un point pour toi, du coup. Le point gratuit. Mais est-ce qu'il aurait été, tu penses? Imagine qu'il se blesse pas, il a pas ses problèmes de santé. First Team? Ouais. Non, je pense pas. Peut-être pas, hein.
Je pense pas. Je pense que Tatum, SGA, Jokic. Ouais, quoi que derrière ces trois-là, bah, il y a Giannis. Et c'est qui le cinquième larron de la première team? Alors, il y a Giannis, Jokic, SGA, Tatum et Mitchell, tu vois. Ah, c'est Mitchell en first team? Ouais, bah, du coup, je pense qu'il y avait la place pour aller le chercher, du coup. Parce qu'en vrai, avec l'aura de Deepoy, etc., Ouais, je pense qu'il aurait aussi. Il commençait un peu à préchauffer offensivement. C'était quand même assez cool. Plus que le début de saison qui est un peu poussif, on va dire. Mais ouais. tu vois, il y aurait peut-être eu bataille, quoi. Alors, il aurait peut-être pas été première, mais ça aurait pu s'argumenter. Après, tu me diras aussi, Mitchell avait un peu le côté, bon, voilà, il faut récompenser les Cavs, quoi. Donc peut-être 64 victoires, ouais. Mais bon. Mais tu vois, on n'était pas si loin que ça, je pense, hein, en vrai. En vrai de vrai. Ça n'a pas pu s'emballer la machine comme l'an passé en fin de saison, mais ok. Donc ça fait un point pour toi, bravo. On passe à un autre over-under qui était de ta part, il me semble. Ivica Zubac, 15 points de moyenne en 2025. Tu avais dit over, j'avais dit under. Qui a eu raison? Alors, Ivica Zubac, combien de points par match cette saison? 16. 16,8. Ouais, 16,8. Oh là là. Putain, le mec, c'est un malin quand même. Alors, pourquoi t'avais parié ça? Bon, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de Paul George et une saison complète de rollman à côté de James Harden sans Kawhi Leonard. C'était sûr qu'il y allait avoir une explosion, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup plus de ballons pour lui. Et en effet, il est passé de 26 minutes à 33 minutes. Il est passé de moins de 8 tirs par match à presque 12. Donc bon, bah finalement, il passe de 12 points à 17 points, quoi. Après, en plus, il fait une grosse saison défensive aussi en termes d'impact, entre guillemets, sur le collectif. Donc on aurait pu faire plus de paris sur Zubac aussi, finalement. Bah après, je pense qu'il y a un peu l'explosion, je sais pas, mais la prise de volume de Norman Powell aussi, qui a récupéré beaucoup de ballons. Mais c'est vrai que tu vois, dans l'année, en fait, Paul George n'était plus là, mais aussi il n'y avait pas non plus Kawhi pendant une bonne partie de l'année. Ça, même quand il était là, c'était pas gros volume et c'était pas le vrai Kawhi qu'on a vu en playoff, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de ballons à reprendre. Mais je crois que tu avais fait un double pari d'ailleurs. Donc tu avais pari sur Zubac over sur les 15 points, tu as gagné. Moi j'avais dit under, donc 0 points pour moi. Tu avais lié ça aussi au pick and roll de Harden, je sais pas si tu te souviens. Tu avais dit Harden 12 assists over under, tu avais dit over, j'avais dit under et là je crois que c'est moi qui gagne le point parce que je crois qu'il a beaucoup passé. Largement. Mais 12, à mon avis, c'était une ligne un peu haute. Hein. Ouais, j'ai un peu fait le gourmand. Oui, en effet, oui. Oui, il est à peine à 9. Il est même pas à 9. Mais ce qui est beaucoup, hein, ce qui est un énorme total déjà. D'ailleurs, combien de joueurs sont à plus de 10 assists par match? Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 2. Il y a Trion qui est à 11,6 justement. Et Nikola Jokic qui est à 10 et quelques. Après, c'est Haliburton à 9, etc. Ouais, 12, tu t'es un peu enflammé hein, à l'époque. Oui, ouais, je me suis un peu enflammé, voilà. Est-ce qu'il a déjà fait 12 en carrière d'ailleurs, Harden? Il a fait 11,7 ou 11,3 je crois à Houston. 11,2. 2017. Ouais, c'est ça, j'allais dire, l'année des pick and roll, quoi. Pas l'année, pas après, il se fait plutôt isolation contre les Switch. Ouais. Mais 2017, ouais, c'était l'année des pick and roll avec Mike D'Antoni. Ok. Donc cette fois, le point est à moi, puisque Harden a fait beaucoup de passes, mais quand même pas à ce point, 12. Les Phoenix Suns, alors là, on va s'amuser. Les Phoenix Suns. Les Suns, on avait dit, je crois que c'était de moi celui-là, on avait placé une ligne de over-under au niveau de l'attaque, offensive rating. On avait dit 2,5. Over ou under. Est-ce que, donc, Asa, toi, tu avais dit qu'il serait moins bon que top 2 de NBA en attaque. Moi, j'avais dit qu'il serait meilleur. Donc, en l'occurrence, il me semble que le point te revient puisqu'ils n'ont pas été top 2 du tout au niveau offensif. 13e. Ouais. Bon, après, enfin, je veux dire, il y a un effondrement, quoi. C'est pas juste le niveau de jeu organique, quoi. Non, mais là, de toute façon, c'est des paris. Enfin, faut pas penser que parce que on aurait eu raison, on avait tout vu ou quoi. C'est juste, c'est marrant de regarder un peu derrière et de se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, quand il y a des aussi gros écarts entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gros effondrements, en effet. En fait, c'est qu'il y a un peu des éléments extérieurs parfois. Tu vois, c'est pas comme si on avait parié, mais ça se joue à pas grand-chose, ou alors... Non, là, c'est juste que bon, ben voilà, le vestiaire se casse la figure. Trade de Kevin Durant dans les tuyaux en février. On a compris que ça marche pas avec Budenholzer. Bon, mais clairement, moi, alors pour expliquer un peu le pari, moi à l'époque, c'était ce côté Bud qui va arriver là-dedans. Excellent coach offensif, enfin coach général, mais surtout offensif, qui avait fait des merveilles quand il était arrivé aux Bucks en termes d'optimisation offensive autour de Giannis, etc. Et je m'étais dit bon.
Frank Vogel, c'est sympa. C'est très sympa, coach défensif, et ainsi de suite. Mais j'espérais un peu la patte Bud, que d'ailleurs on a eu sur le début de saison. Je persiste et signe que les Suns de début de saison sont quand même assez fantastiques sur 15 matchs, quoi. Ça s'est un peu effondré après. Mais sur 15 matchs, ils font un départ en 9 victoires, 1 défaite, je crois. En battant des Lakers 1 ou 2 fois, en battant des Mavs 2 fois, en battant des Clippers 2 fois, ouais, je crois. Donc ouais, c'était une vraie belle équipe avec un peu atypique, tu vois, il n'y avait pas non plus un gros driver comme on avait dit à chaque fois, genre un Luka Doncic, un James Harden, voilà, il n'y avait pas ça, mais c'était des isolations de Durant, mais avec 3 connecteurs autour, donc le décalage est bien exploité, etc., quoi. Donc ouais, bon, malheureusement, les Suns non, et de l'autre côté, on avait aussi dit même pari pour Indiana. On avait dit over-under à 2,5 niveau offensive rating, sachant qu'ils étaient l'an dernier, en 2024, première attaque de NBA. Tu avais dit, oui, ils vont être top 2. Moi, j'avais dit non, ils ne seront pas top 2. Donc, je crois que cette fois, le point me revient, puisqu'ils ont un tout petit peu chuté en attaque, il me semble. Ouais, ils sont 10e. C'est une attaque à peine au-dessus de la moyenne, quoi. Ouais, alors pendant la régulière. Parce qu'après, en playoff, quand tu mets 50% de tes 3 points, ça aide. Mais ouais, effectivement. Effectivement. Pourquoi t'étais un peu chaud, toi, sur ça? Bah, en fait, c'était plus, j'aurais pensé qu'ils allaient continuer à pousser plus fort que les autres en termes de vitesse et en termes de tout pour l'attaque. Et je pensais pas que ce serait une équipe qui allait se rééquilibrer. Et au final, ils ont plutôt pris ce parti-là parce que il y a des attaques qui ont joué plus rapidement qu'eux après panier encaissé. Donc, ont recopié leur système de jeu et qu'on l'ont même amplifié finalement. Ouais. Et ils sont aussi plus ajustés sur la défense. Ils ont pas du tout insisté sur le rebond offensif aussi, donc ils ont fait très attention, je pense, à leur défense de transition. Et donc ouais, c'était une erreur dans le sens où je m'attendais à ce qu'ils poussent encore plus loin la première entre guillemets de ce qu'ils avaient fait en saison A, et sur la saison B, ils ont plutôt ajusté et un petit peu mieux équilibré ce qu'ils faisaient. Le truc, c'est que, alors, on en a parlé dans les bilans un peu, si ça vous intéresse, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas, tu vois, une différentielle de 3 points, d'efficacité à 3 points, où on dirait, bon, ben, ouais, c'est juste une année 100, par exemple, ou alors l'an passé, une année qui était en surchauffe. En fait, les 2 fois, ils shootent à 37 ou 38% à 3 points, donc c'est l'anomalie, enfin, la différence n'est pas là-dessus. Par contre, la grosse différence, c'est qu'ils sont allés beaucoup moins au panier. Tu vois, ils étaient 3e meilleur de NBA l'an passé, 3e meilleur de fréquence de tir au panier de NBA. Ils sont à peine 20e cette saison. Donc c'est un peu particulier, un peu bizarre. Et de l'autre côté, ils ont pris un peu plus de mi-distance. Alors pas des tonnes, mais un peu plus de mi-distance forcément. Mais comme on dit avec Flo dans le podcast, en fait, il y a un côté où moi j'attends de voir. En fait, je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un peu une anomalie, voilà, sans trop d'explications. Est-ce que il y a peut-être aussi un côté, je pense, où les personnels qui ont été alignés ont été beaucoup défensifs, donc peut-être que tu perds un peu sur ce côté pression au panier. Peut-être aussi que Haliburton n'était pas en forme sur la première moitié de saison, donc ça joue aussi. Je ne sais pas, mais tu vois, c'est un peu pour le coup, les équipes de Carlisle aux Pacers, ça avait toujours été 2e, 4e, 8e, 3e meilleur de NBA en termes de fréquence de tir au panier. Et là, ça a chuté à 20e. Donc je sais pas trop pourquoi. Moins de transition potentiellement. Tu vois, si tu joues moins vite et que tu fais moins de transition, t'as moins de tirs au cercle aussi. Peut-être que ça joue. Ils avaient l'air d'en faire à peu près autant des transitions pour le coup. En termes de fréquence, ils sont à peu près comme même un peu plus que l'an passé. Mais ouais, je sais pas trop. C'est un peu bizarre tout ça. Au niveau du rebond, c'est vrai qu'ils prennent moins de rebonds offensifs. Ils sont passés de 16e, donc milieu de tableau, à 29e. Donc peut-être qu'il y avait une perte de ce côté-là. En effet, ça peut aussi un peu venir de là. Ce côté, tu pars que moins de big dans la raquette. Mais ouais, ok, très bien. Donc les Pacers qui ont un peu chuté, mais cela dit, je crois qu'en playoff, voilà, on a bien vu qu'en playoff, ouais, leur offensive rating est meilleur en playoff qu'en régulière, ce qui n'arrive jamais. Ah bon. Ça fait d'ailleurs 12 ans que ça arrive. Que s'est-il passé? Bon, les 3 points sont rentrés aussi beaucoup. Mais ok, donc un point pour moi ici. Les Suns, toujours sur les Suns, on avait dit 10e en termes de fréquence à 3 points. 10e en termes de fréquence à 3 points, en termes de over-under. Tu avais dit oui, ils seront top 10. J'avais dit oui, ils seront top 10. Et ils sont 9e. Donc, un point chacun. Tu vois, donc on arrive à sauver les meubles là-dessus parce que. On sauve les meubles. On sauve un peu les meubles. Ah, et premier dans les corners. Premier dans les corners, ouais. Tu vois, ça, okay. Pour le coup, pour moi, c'est l'effet Bud. L'effet Bud, oui. Un peu attendu. Dommage qu'on n'a pas eu tout le reste, mais ok. Ah, tiens, rigolo aussi. Les Sixers, ça va être rigolo. Sixers, on avait dit defensive rating en défense, 3,5 au rang du defensive rating.
Tu avais dit ils ne seront pas top 3. J'avais dit ils seront top 3. Tu Pas gagnes mal. le point parce que Joel Embiid était blessé. Mais bon, dans l'esprit, mauvais joueur, quoi. Oui, ils font 26e au final. Ils sont 26e, ouais. Donc c'est quand même pas top. Après, voilà, année particulière, blessure, il n'y a pas trop besoin d'expliquer pour le coup. Mais non, mais moi j'étais assez chaud sur les Sixers. J'étais assez chaud parce que. Pareil. Surtout sur la défense d'ailleurs. Bah ouais, et puis tu vois, là ça fait quand même 2 ans que Embiid est blessé de manière assez régulière. L'an passé, entre guillemets, ça faisait qu'1 an. Et on avait connu du Embiid qui en 2020, 21, 22 et 23, c'est quand même des saisons assez complètes. Plus l'ajout de Paul George aussi, qui, je pense qu'on pouvait s'attendre peut-être à un déclin à terme offensif. Mais en défense, ça me paraissait solide, quoi. Donc moi je m'étais dit, c'est un peu l'ajout parfait de l'ailier un peu on-ball, mais aussi surtout off-ball, avec un des meilleurs protecteurs de panier de NBA, Joel Embiid, plus Nick Nurse. Ouais. Exactement. Bon, ça n'a pas pris. On verra l'an prochain si les Sixers arrivent à nous repiéger sur du over-under. Tiens, intéressant. On avait dit Lillard et Giannis ensemble sur le terrain. On avait parié un peu sur ce duo. Okay. On avait dit 127 de on-court offensive. Donc, c'est-à-dire que quand les deux sont ensemble sur le terrain, 127, c'est un offensive rating assez gros, hein, vraiment pour le coup, quand les deux sont ensemble sur le terrain. Je pense que le but du pari, c'était de se dire que la première année, ça avait été décevant. Mais est-ce que la deuxième, ça le sera? Azad avait dit over, j'avais dit under, j'avais dit non. 127, c'est beaucoup trop et le duo ne va pas produire autant de points. Qui a raison? 118. 118. Donc un score bien plus faible. Et... médiocre. Non, pas médiocre quand même. Mais juste au-dessus de la moyenne. 3 points au-dessus de la moyenne par 100 possession. Tu vois, disons que quand il n'y a que Giannis sur le terrain sans Lillard, on est à 123, quasiment 124. Mais ouais. Non, mais c'est un peu le. Voilà, c'est ce qu'on dit aussi. Hein, c'est qu'il y a un côté. On restera déçu de cette période de 2 ans, quoi. De Giannis Lillard, qui sur le papier était génial, mais qui en fait n'a jamais vraiment marché, quoi. Ouais, c'est assez décevant. On verra. De toute façon, l'année prochaine, il va pas jouer Lillard, c'est ça? Ouais. On verra le retour à Portland en mode Chris Paul un petit peu, donc on verra ce que ça peut donner. Enfin, Chris Paul en mode un peu plus à l'ancienne, avec moins d'explosivité, quoi. Et à ton avis, pourquoi ça n'a pas marché au final, ce duo? Je pense qu'il y a une grosse partie de coaching. Je pense que il y a une partie des aussi peut-être limites de Giannis en tant que joueur qui peut jouer à côté d'un gros porteur de balle, de son utilisation, de son optimisation et de même son rôle. Tu penses qu'il peut pas jouer à côté d'une star? Si, mais je pense que c'est lié au coaching qui a pas. Je pense que le joueur qui l'est habituellement n'est pas fait pour ça. Je pense qu'il peut, mais ça a jamais vraiment été le cas, quoi. Et il y a pas les choses. Je pense que c'est tout lié au coaching parce que même, je pense, tu vois, que Lillard et son arrivée aux Bucks et toutes les choses qui sont allées au-delà du sportif, dans l'extra sportif, des situations un peu qui avaient l'air très compliquées aussi. Je pense que tout ça, c'est lié au cadre et au management un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont foirées là-dedans parce que dans la manière théorique, je vois pas comment ça ne pouvait pas marcher Lillard Giannis en attaque, quoi. Oui, c'était un peu l'idée quand il y a eu le trade de dire en fait c'est un peu l'arme atomique, quoi, parce que le pick and roll entre les deux, un peu comme tous les pick and roll entre deux stars, hein, tu vois, le Curry Durant à l'époque qui était d'ailleurs un atout qui a sans doute été sous-utilisé par Steve Kerr, mais en même temps bon, quand t'es 14 000 étages au-dessus de la concurrence et que tu construis un effectif qui n'aurait jamais dû exister dans l'histoire, juste parce qu'il y a une hausse de salary cap pile au bon moment, mais bref, anomalie de l'histoire cette équipe, mais il y avait un côté où en fait ça a été très peu utilisé ce pick and roll, mais c'était dévastateur le Curry Durant, quoi. Il le sortait en playoff quand il fallait, mais bon voilà, il y a ce côté entre deux stars, en fait le truc c'est que en tant que défense tu sais pas quoi faire. Est-ce que sur un pick and roll entre les deux tu fais une prise à deux sur Lillard ou une couverture relativement agressive sur Lillard, mais donc tu laisses un peu ouvert Giannis en roll ou même dans l'entrejeu, etc., ou est-ce que tu restes en conservateur plus proche de Giannis, mais donc Lillard a plus d'espace, est-ce que tu switches? Mais même si tu switches, l'idée c'était aussi de dire que finalement les deux sont géniaux pour punir les 1 contre 1. Donc c'est là-dessus où le pick and roll paraissait génial. Je pense que la première raison tactique, c'est le fait que Giannis, la pose d'écran n'a pas été géniale la première année, et la deuxième année ça a quand même été un peu mieux, mais c'était peut-être pas parfait. Il y a une deuxième raison qui est tactique de coaching, comme tu dis. Pour moi il y a une autre raison qui est le fait que
c'est surtout l'animation autour qui était pas top. Tu vois, c'est même pas que eux en soi, c'est le fait que ça manquait de connecteurs, ça manquait un peu d'animation, juste. Donc au final, j'aurais bien aimé voir un peu ce même duo qui a pourtant eu des faiblesses, hein, ce même duo ensemble, qui a pas été aussi bon qu'on aurait pu le voir, mais dans un effectif mieux entouré, mieux animé, quoi. C'est un peu le regret que j'ai pour le coup. Mais ouais. Ok. Donc Lillard, Giannis ensemble, un point pour moi. Lillard, autre over-under, on avait dit 110 de true shooting plus, donc plus 10% d'efficacité relatif à la moyenne. Grosso modo, j'avais parié sur le fait que en fait, il allait revenir à ses standards d'avant la saison 2024 qui était décevante. Et je crois qu'il est à peine à 108. Il est à peine à 108, c'est... Voilà, c'est ça. C'est quand même un score d'ultra élite. Hein. Mais ouais, tu vois, c'est au-dessus de Michael Porter Jr., qui est un des meilleurs finisseurs de la ligue. Et qui a pas beaucoup de création en handball, quoi. Donc oui, c'est pas mal quand même. C'est ça. Il est quand même redevenu bien meilleur qu'avant. Et donc ça confirme un peu que 2024 était une année un peu sans niveau, avec des raisons extrasportives, déménagement, etc. Mais pour le coup, on l'a retrouvé à un très bon niveau. C'est juste que bon, ça se joue à 2-3 chiffres près, on va dire. Il n'a pas été... Mais tu vois, en l'explosion un peu offensive, le méga prime de Lillard, c'est en 2020, il fait du plus 11%. 2021 plus 9%, 2022 il est blessé, on s'en fiche, 2023 plus 11% de nouveau. Donc je m'étais dit, est-ce qu'on peut aller regratter ça, re-atteindre ses sommets? Bon, il n'a pas atteint ces sommets-là, mais il a quand même refait une saison assez géniale. Donc voilà, donc, toi tu avais dit under, donc un point pour toi. Et non, j'avais dit under aussi, un point pour moi également. Ça fait quoi les scores là? Comment ça Je dois avoir les scores, c'est quoi? J'ai 2 points de retard? Non, j'ai aucune idée. Attends, j'ai pas fait le... Ah, t'as pas compté les scores? Non, mais je compte les scores, mais si tu veux, j'ai pas fait dans mon tableur Excel, j'ai pas fait la somme en direct, quoi. Donc, la somme en bas, ok. Le suspense. Ok. Les Knicks en attaque, on avait dit 5,5 d'offensive rating, de rang d'offensive rating, pas de score, hein, parce que c'est quand même très peu, 5 points par 100 possessions. Est-ce qu'ils seraient top 5 attaque, quoi? Est-ce qu'ils seraient top 5 attaque? Tu avais dit oui, ils seront top 5 attaque. Tu avais dit over. J'avais dit under, ils ne seront pas top 5 attaque. Alors Azad, est-ce qu'ils le sont ou pas? Ils sont 5e. Ils sont pile 5e, donc je me fais un peu bananer. Je me fais un peu bananer, ils sont pile 5e, c'est dommage. Ouais, donc c'est un peu le côté ajout de 4 en fait. Hein. Ouais, exactement, ajout de 4, parce que du coup ça a un peu rechangé, un peu inversé la manière dont ils pouvaient jouer. Il y avait une approche un peu plus rebond offensif à la taille des possessions avant, alors que maintenant c'est plus une idée de spacing, d'utilisation de l'espace, de cut. Donc ouais. Une bonne attaque. Est-ce qu'ils auraient pas pu aller chercher encore plus haut? Je sais pas. Ah c'est tout le truc, tu sais, c'est avec le problème de Josh Hart qui annule un peu le pouvoir de spacing de 4, quoi, parce qu'avec 4 un pivot qui shoot, tu peux te dire le plus dur est fait, quoi. T'as trouvé le pivot qui shoot. D'ailleurs, on en a parlé dans un bilan récemment ensemble. Le côté, il y a pas tant que ça de vrais pivots stretch 5, sauf que Josh Hart étant là, c'est un non-shooter et tout le monde met un peu son pivot sur Josh Hart pour défendre le pivot peut ensuite abandonner Josh Hart et supprimer un peu le spacing, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais après, voilà, je pense que j'avais pas dit top 5, mais parce que je pense qu'il y avait des équipes genre Phoenix qui seraient dans le top 5. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, 5e, c'est quand même un très bon score, hein, pour le coup. Je pense que c'est plutôt le côté à quel point est-ce qu'ils peuvent aller gratter plus haut pour moi, tu vois, avec cette configuration, parce que je parle de Josh Hart qui gâche un peu le spacing. En même temps, si t'as pas de Josh Hart, est-ce que c'est pas la défense qui s'effondre aussi là-dessus? Potentiellement, et je pense que c'est pour ça que McBride a jamais vraiment pris la place dans le 5 majeur, parce que t'as aussi une question d'équilibre. Même, tu vois, on parle du rebond offensif qui est un peu moins important, mais qui l'est quand même, et ils sont quand même 10e là-dedans, et Josh Hart est hyper important dans ça. Tu parlais aussi, par exemple, de l'aspect connecteur que manquaient les Bucks. Là où Josh Hart, lui, il a énormément ce rôle-là à apporter aussi. Donc, s'il est sur le terrain, c'est forcément qu'il y a des compromis en termes de spacing, mais qu'il y a des apports en termes de bataille des possessions, en termes d'attaque de transition. Enfin, quand tu regardes les chiffres individuels de Josh Hart, en termes d'efficacité, de propreté et d'impact, ils sont bons. C'est juste que, oui, il atténue un peu ton spacing, quoi. Mais en saison régulière, ça a quand même bien marché. C'est que t'as des solutions à ça, et c'est plus à des moments en playoff ça a coincé. L'idée, c'est un petit peu de voir comment tu pourrais alterner entre les deux, quoi, je pense.
Ouais, puis voilà, encore une fois, l'attaque n'existe pas en soi. Les fameux vases communicants. Et oui, pour l'attaque, juste dans le prisme de on évalue l'attaque, on se dit, bah c'est dommage. Josh Hart annule le super pouvoir de Kat. Et en même temps, en défense, t'es un peu obligé de protéger Kat. Donc tu le fais monter haut sur les écrans, tu le caches dans des 2 contre 1 sur les écrans, et derrière, faut quand même compenser, quoi. Il faut qu'il y ait des rotations, deuxième rideau, etc. Et donc ça, t'as un peu besoin de Josh Hart pour le faire, quoi. Donc au-delà du fait que Thibodeau était amoureux de Josh Hart et le faisait jouer 38 minutes par match comme si on était encore en 2011, il y avait quand même ce... Voilà, on se dit, c'est dommage, l'attaque aurait pu être meilleure, oui, mais à quel prix, en fait? À quel prix et à quel point, si tu fais jouer plutôt un McBride ou même un autre extérieur un peu shooter, à quel point, ok, tu montes de 5e à 3e attaque, mais tu descends pas de 12e défense à peut-être 20e, quoi, pour le coup. Ouais. Et donc, ça vaudrait ça ne vaudrait pas le coup, je pense. Donc voilà. Donc les Knicks en attaque top 5, très bien. Ah tiens, une autre attaque de l'Est, ça je suis assez fier de moi. Les Cleveland Cavaliers, on avait fait un over-under. J'avais fixé la ligne à 3,5 au niveau du rang. Je recommence. 7,5. Est-ce que les Cavs en attaque auraient un offensive rating qui serait dans le top 7 ou pas dans le top 7? Azad avait dit non, ils seront pas dans le top 7. Et Guillaume avait dit over, ils seront dans le top 7. Azad, quel était le rang de l'attaque des Cavaliers en NBA en 2025, s'il te plaît? 1 sur 30. Il était premier de NBA. Je suis assez fier quand même, non? Ouais, bah tu peux, hein. C'est là, je pense que faudrait peut-être les faire en mode sondage dans le Discord, en fait, les over-under aussi, pour voir à quel point tu vois, pour ajouter, parce que là on se distribue 1 point par pari, mais on pourrait ajouter un level de difficulté en regardant si les cotes étaient si frauduleuses que ça ou pas, et du coup faire un sondage ensuite avec toutes les mais le mec qui rejette la faute sur ouais, non mais le peuple aurait dit comme moi, hein, finalement. Ouais. Non, mais toi tu veux dire que t'avais raison et que t'avais tout vu, ce qui est vrai. Mais je pense que le fait de pas avoir potentiellement en temps anticipé que l'impact de Kenny Atkinson allait changer tant de choses, c'est entre guillemets ok. Mais après, 7e, c'est vrai que ça aurait pu être envisageable. Je pense que top 3, par exemple, peut-être qu'on y serait un peu moins allé aussi véhément, de manière aussi véhémente. Parce que bon, t'avais quand même d'autres attaques d'élite, mais bon. Ça a été celle qui... Est-ce que ça tiendra l'année prochaine? Est-ce que le pourcentage à 3 points va rester aussi haut? À voir. Non mais alors pourquoi est-ce que tu voyais pas les Cavs dans le top 7 alors? Partons là-dessus, parlons un peu de jeu. Bah, en fait, c'était pour moi une équipe qui était très défensive et qui allait tout simplement manquer un petit peu de spacing. Et c'est vrai que la saison d'avant, ils sont 18e attaque. Donc entre guillemets, ce que toi tu vendais, c'était qu'ils seraient capables de passer de 18e attaque à top 7 attaque, tout en gardant entre guillemets le même effectif et juste en changeant de coach. Bon, il y a des choses qu'on ne pouvait pas forcément anticiper, mais il y a des choses aussi que toi t'avais vu, c'était que bah tout simplement ils allaient mieux utiliser l'espace. Donc en réalité, bah il y a une vraie attaque qui s'est une vraie philosophie d'attaque qui s'est mise en place, et en plus de ça, ils ont entre guillemets mieux utilisé aussi leur shooter, et tu vois, ils ont augmenté leur volume à 3 points et ils sont passés de 37% de réussite à 3 points à presque 39. Donc en réalité, je pense que ça joue aussi. Peut-être que le fait d'être à 50% sur les flotteurs alors qu'ils étaient à 44% l'année dernière, ça aide un peu aussi. Mais en termes de tactique, bah de toute façon, c'est une équipe qui a beaucoup joué dans l'espace, dans les cuts. Il y a eu un meilleur spacing. Ils ont mieux joué sur leur rotation aussi. Je pense que l'année d'avant, il y avait eu pas mal de blessures. Cette année, ils ont vraiment pu optimiser les 2 duos finalement de jeu qu'ils ont. Donc ouais, c'est devenu une très bonne attaque qui a su entre guillemets mieux optimiser peut-être les problèmes qu'ils avaient pu avoir avant en termes de spacing, en termes de verticalité, en termes de comment tu optimises Mobley et Allen l'un à côté de l'autre. Puis je pense qu'il y a la progression d'Evan Mobley joue un petit peu aussi, et le retour de Darius Garland qui avait connu une très mauvaise saison l'année d'avant et là qui fait une bien meilleure saison. Alors attends, ne me donne pas trop de crédit sur ce over-under réussi, parce que sinon ça veut dire que ne le fais pas trop sérieusement, parce que sinon tu dois aussi me donner du discrédit, premier degré sur les trucs où je me suis planté. Mais non, mais alors moi l'idée c'était top 7, tu vois, c'était un peu l'idée de je croyais beaucoup en Kenny Atkinson et les schémas offensifs, donc il y avait ça.
Puis il y avait aussi, comme tu dis, en fait, le retour de Garland, de blessure. Je pense que les deux pouvaient combiner un peu pour avoir une bonne attaque. Bon, clairement, je m'attendais pas à ce que ça soit la meilleure de NBA. Je pense que là-dessus, on a tous été surpris. Tu vois, d'ailleurs, je fixe une ligne de over-under il y a un an à 7, tu vois, à peine. Ouais. Je dis pas ils vont être top 2 ou top 3. Hein. Je dis est-ce qu'ils seront au moins dans les 7-8 premiers, quoi, pour le coup. Mais non, mais ce qui est un peu marrant, c'est que certes, l'an passé, ils étaient 18e, donc équipe très défensive et pas du tout offensive. Mais en fait, tu prends il y a 2 ans, ils étaient 7e aussi, je crois. J'ai perdu la page, mais les Cavs en 2023, du coup, étaient déjà une bonne attaque, en fait. Donc en fait, c'est presque 2024 l'anomalie, où ils étaient passés de 7e à 18e à cause, je pense, de la blessure de Garland, à cause aussi peut-être d'un manque d'inventivité tactique de la part de Bickerstaff, qui n'a pas su compenser cette blessure. Mais voilà, tu vois, il y a 2 ans, ils étaient déjà 7e, quoi. Donc moi, c'était plutôt un pari sur allez, on va retrouver un peu des bons standards, quoi. Ça, plus Kenny Atkinson qu'on aimait bien, mais clairement, je m'attendais pas à les voir premiers, et je pense que assez peu de monde s'attendait à les voir premiers, quoi. La sauce a très bien pris, on va dire. Et d'ailleurs, Atkinson le répète assez souvent, le côté, le spacing, c'est pas que du shoot, c'est aussi de l'animation. Et qu'en fait, avec des cuts, ce que tu as dit, en fait, tu peux créer de l'espace via de l'animation, un cut qui est bien timé, libérer telle zone du terrain à tel moment pour faire telle action, etc. Mais ok, et puis toujours sur les Cavs, on avait dit 3,5 le plan, la place au niveau de la conférence Est. On avait dit top 3 tous les deux, donc là-dessus, on est gagnant, je pense. C'est ça, ils sont deuxième ou premier? Mais ils sont premiers. Ils sont premiers, donc premier à l'Est. Ça, c'est bon. Memphis, passons de l'autre côté, on avait dit Memphis, 4,5, la place à l'Ouest. Tu avais dit, ils ne seront pas top 4. Moi, j'avais dit, ils sont top 4. Et, suspense. Je sais pas. Il y a Minnesota devant, Lakers, Denver, Clippers. Ah oui, non, en fait, si, ils sont pas du tout dans le top 4. Ils sont pas du tout top 4. Ils sont pas du tout top 4. OKC premier, Houston deuxième, les Lakers troisième et Denver quatrième. Et ils sont même huitième. Là où je suis un peu dégoûté, c'est qu'ils ont quand même été top 3, top 4 toute la saison, quoi. Ça s'est un peu effondré à la fin. Ils ont 7e night rating, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que 7ème net rating, tu peux te dire. Il y a deux conférences, tu peux être top 4. Normalement, oui. Non, mais ils ont chuté. Ils ont chuté en fin de saison. On a parlé aussi avec Tom dans le bilan. Le côté, ils ont aussi chuté parce qu'en fait, à partir de janvier ou février, toutes les grosses affiches, ils les perdent contre des mecs du top 10, contre des équipes top 10, en fait. Et donc, attends, je vais reprendre le truc, mais ils perdent contre les Warriors en play-in, mais même avant ça, ils perdent contre les Warriors en régulière, ils perdent contre les Wolves, ils perdent contre Boston, les Lakers, OKC, ils gagnent contre le Jazz, ils gagnent contre le Heat, tu vois, ils gagnent contre les Suns dont on se fout, les Pelicans, Dallas, sans Doncic, voilà. Ils gagnent ces équipes-là, mais derrière, ça perd contre OKC, ça perd contre les Knicks, ça perd contre les Cavs. Voilà, c'était effondrement de fin de saison, malheureusement, donc je perds mon pari. Un point pour toi, donc hop, mince, je me suis mis un point pour moi plutôt à la place. Ouais, mais de toute façon, je me doute que si tu gagnes encore cette année, c'est qu'il y aura. Je publierai les résultats. Il y aura fraude. Ja Morant, on avait dit Ja Morant over-under à 22 drives par match. Wow. 22. Tu avais dit over. Tu avais dit over. C'est toi le forceur. Moi, j'avais dit under. Et au final, je crois qu'il ne passe pas du tout la barre des 22 drives par match. Je crois pas qu'il y a personne qui passe la barre des 22. Non, il y a que SG qui est à 20. Ouais, c'est ça. Et Ja Morant, il doit pas être loin, il est à 16,8. Non mais en plus, là où tu t'es fait bananer, c'est qu'en plus il est arrivé et... il a joué 30 minutes par match. Il a joué que 30 minutes par match. Et en plus, dans des systèmes, tu sais, où la circle offense, quoi. C'était même pas même pas l'attaque de pick and roll d'habitude, quoi. Donc en plus, il a été off-ball. En plus, il a moins joué par match. Donc non, on n'a pas atteint les 22. Mais cela dit, c'est peut-être une année où il y a moins de drive que d'habitude. Hein. Il me semble que d'habitude, on a quand même... tu vois, par exemple, l'an passé, HDA était à 23,3. Oui. Et même Ja Morant était à plus de 21 l'an passé. Donc c'était pas si déconnant le pari des 22. Bon, c'était un peu haut, mais c'était comme en 2024. C'était osé, quoi. Pas tant que ça, hein, ça pouvait se comprendre. C'est juste que il est tombé une année où on a beaucoup fait tourner niveau minutes, et en plus la circle offense qui lui a privé de pick and roll, quoi. Donc ouais, Ja Morant. Il y a moins de drive par match en NBA aussi. On a regardé dans les bilans, il s'est passé il y a 2 drives ou 1,5 drive en moins par match en NBA cette année. Donc quand tu veux monter aussi haut que 22, un drive, ça fait la diff, quoi. Mais c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles
Jenkins s'est un peu fait virer, quoi. On a l'impression, j'ai pas de source à Memphis, pas encore, mais j'ai l'impression que ça se passait pas. Voilà, c'était la circle offense ou l'attaque d'isolation dans ce mouvement en cercle, ça favorisait plutôt Jaren Jackson, qui lui a fait une saison géniale de ce point de vue-là. Mais Ja Morant avait plus ses pick and roll, quoi. Et il jouait moins, il y avait moins d'usage aussi. Donc peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il a été viré. Et quand Thomas Isao, coach intérim, est arrivé, enfin après il a place, il était assistant. Lui, on l'a beaucoup plus connu au Paris Basketball pour des superbes attaques de pick and roll. Justement, il est arrivé et de suite le nombre de pick and roll a beaucoup augmenté. Est-ce qu'on peut filtrer d'ailleurs par je vais essayer de voir là, en playoff déjà en playoff. Est-ce que Ja Morant fait plus de drive en playoff? En playoff, il en fait 18, ouais, donc tu vois, comparé à 16 en régulière. Mais même, je me demande si on pourrait pas essayer de filtrer sur la fin de saison, tu vois, à partir de mois d'avril ou mars, quoi. Et en fait, de suite, ça a fait beaucoup plus de pick and roll qu'avant, quoi. Post All-Star 17. Ouais, tu vois, ça monte un peu. Mais non, je parle vraiment de la fin de saison. Fin de saison. C'est quoi? C'est mars, du coup, que tu veux regarder, par exemple? Mars, il serait à 18. Et avril, ça donnerait 17,6. Donc il y en a plus, en tout cas, ça tire vers le haut. Parce que du coup, la moyenne de la saison, elle est tirée vers le bas en début. Si on regarde, par exemple, je sais pas, on va dire un mois de décembre. Mois de décembre, il aurait fait tac. Ouais, tu vois, moins de 16 par match. Donc oui, il y a une vraie différence de deux drives par match entre la première partie et la deuxième partie de saison. Après, il joue plus aussi. Parce que sur les premiers mois, il jouait encore moins que sur la fin, quoi. Comment tu vois un peu l'évolution de cette équipe des Grizzlies, toi? Tu penses que l'an prochain, on va rester avec Jaren Jackson gros volume? Ou est-ce qu'on va un peu repasser les pleins pouvoirs à Ja Morant? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils aient perdu Bane, quand même. Puis le reste de l'effectif, il m'enchante pas énormément. Donc je suis un peu inquiet. Je me dis, pour moi, l'aspect le plus moderne, ce serait de continuer un petit peu dans l'idée d'avoir de plus en plus de responsabilités pour Jaren Jackson Jr. entre guillemets. Et je pense qu'on a vu que ça pouvait avoir une certaine, tu vois, une bonne approche, que ce soit efficace et qu'en plus ça permette d'avoir du mouvement autour. Le problème, c'est la synergie qu'il peut y avoir entre Morant et Jaren Jackson. Si c'est Jaren Jackson qui est plus responsabilisé, j'y crois un peu moins. Je pense que t'as plus d'amis. En fait, le duo marche mieux si c'est Ja Morant qui est plus responsabilisé, parce que Jaren Jackson a une valeur off-ball. La valeur off-ball de Ja Morant est peut-être un peu plus limitée, quoi. Ouais, dès que tu donnes la balle à Jaren Jackson pour driver et que Ja Morant est en spacing, c'est pas top, quoi. Donc d'ailleurs, je suis allé un peu regarder sur les WoWi. Pour le coup, quand il y a que Jaren Jackson 117 defensive rating, quand il y a que Ja Morant 116 et quelques, donc à peu près pareil pour le coup. Et quand les deux sont ensemble, on est à 120. Mais non, mais t'as raison sur le côté Desmond Bane. En fait, ils ont perdu un mec qui est top 40, top 50 NBA, et leur troisième gros créateur, ils l'ont perdu pour rien, quoi. En échange, il y a un PND qui est arrivé, quoi. Que j'aime bien, mais c'est un PND, quoi. Donc, puis c'est 2025, quoi. Ouais, et puis tu vois, si peut-être l'an prochain, il faudra faire un over-under sur lui. Peut-être que entre le nouveau système plus basé autour de lui, plus l'absence de Bane qui va pas être compensée, peut-être que c'est l'an prochain qu'il va avoir 40% d'usage, quoi. Ouais. Peut-être. Bon, c'est quand même. Puis bon, vu que c'est une équipe qui passe le front office a l'air d'être plus là pour faire des économies que pour faire des victoires. Ouais. C'est un peu difficile de se projeter parce que tu vois, même les échanges Jake LaRavia et Marcus Smart à la trade deadline pour économiser de l'argent, tu dis c'est con de pas les avoir eu en playoff potentiellement. Non, mais clairement, moi, c'est aussi un point qui me plairait bien, c'est de revoir un peu Ja Morant plus héliocentrique et plus de drive, etc. Et surtout, ça permettrait aussi d'utiliser un peu mieux Zach Edey, parce que le côté poste d'écran de Zach Edey peut aussi être génial, quoi. Alors, il peut aider sur le rebond offensif, plein de trucs comme ça, mais la pose d'écran, pour l'instant, on l'a pas trop vu, quoi. Ce côté, en fait, on n'a pas vu beaucoup de pick and roll. Mais je pense que ça peut être génial aussi de ce point de vue-là. Mais ok, prochain, c'est le Ja Morant du pauvre, c'est Jaden Ivey. On avait parié plus de 65% de fréquence au panier pour le jeune joueur de Détroit, Jaden Ivey, qu'on voyait un peu exploser, qui a été blessé malheureusement. 65% de fréquence au cercle, ouais, c'est quand même d'efficacité au cercle. D'efficacité au cercle. 60.
Il est que à 60, ouais. Il est que à Ouais. 60. Tu avais dit over et j'avais dit under. Donc, Mais oui, parce que le point est pour qui, du coup? pas pour toi. Ouais, J'aurais pu parier sur sa surchauffe à 3 points. Ouais, mais en fait, moi, le truc, c'est que j'aime beaucoup ce joueur. J'aimerais beaucoup l'aimer. Enfin, je l'aime bien. Non, Mais oui, je vois ce j'aimerais que tu beaucoup veux dire. l'adorer. Et il y a un côté où tu as envie que ça réussisse, quoi. T'as envie que ce soit un peu de Ja Morant, mais justement, il y a un peu des différences assez énormes en termes déjà de biomécanique. Il est pas aussi explosif d'un point de vue vertical en fin de drive, quoi. Autant il a un super premier pas sur le plan horizontal, mais ça décolle pas très haut à la fin. Ça joue du coup beaucoup en dessous du niveau du cercle, plus le toucher de balle où il y a un monde d'écart, quoi, avec Ja Morant. Donc en fait, c'est un peu le Ja Morant du pauvre, pour le coup. Ce qui est bien, hein, d'être le Ja Morant du pauvre, hein. Moi, je le suis pas. Mais c'était un peu là-dessus où moi, je crains que le drive et l'efficacité au panier soient jamais génial, quoi. Alors que j'aurais très envie de me projeter parce que je trouve que de l'autre côté, les gens pensent que c'est un slasher et un peu poulet sans tête. Je trouve que pas du tout. Je trouve que c'est un plutôt bon passeur pour le coup. Qui fait des bonnes lectures, etc. Donc je pense paradoxalement, je le trouve meilleur là-dessus, alors que l'image est plutôt de l'autre côté, quoi. Mais j'aurais envie de l'adorer, mais j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas encore à le faire. Donc ouais, c'est pour ça que j'avais sans doute dit un peu en dessous. Tiens, bah tu vois, on parlait un peu des over-under qui devaient être un peu des blagues. On avait over-under Jaden Ivey 0,5 MVP. Donc je pense que je devais me moquer de toi vu que tu t'enflammais sur lui. Possible. T'avais dit under et j'avais dit under. Donc un point chacun. Il n'est pas MVP. Mais comment tu vois un peu la suite pour lui d'ailleurs côté Détroit, on est d'accord qu'a priori il pourrait se faire échanger, non? Bah, je pense que ça va être transformé en monnaie d'échange petit à petit parce qu'ils ont l'air de prendre le pari un petit peu d'être plus entouré Cunningham de shooters. Mais ça peut être aussi un bon joueur en sortie de banc qui prend le relais de Cade Cunningham. Là où je l'ai trouvé quand j'avais regardé un peu Détroit et les deux jouer, là où je trouvais intéressant, c'est que Cade Cunningham est quand même un bon joueur de catch and shoot. Je pense que c'est un des joueurs un peu sous-évalué en catch and shoot parce qu'il en prend quand même pas mal par match. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est au-dessus de 2 ou 3 et avec une bonne réussite. Donc en fait, Jaden Ivey, peut-être que dans un meilleur spacing de Détroit avec l'arrivée de Duncan Robinson aussi, il va pouvoir un peu plus se faire plaisir. Et après, sinon, bah, c'est une bonne monnaie d'échange parce que bon, l'année prochaine, t'as un contrat à 10 millions. Cade Cunningham, 2 catch and shoot par match, 39% l'an dernier. Et je vais aussi aller voir l'année d'avant, 2024. Mais non, mais il y a un peu ce truc de... En fait, là, Cade et Détroit se sont affirmés autour de Cade, en fait. Oui. Donc il y a ce côté où on n'est plus sur deux prospects qui se tiraient un peu la bourre. Enfin, ils se tiraient la bourre alors qu'on savait déjà quand même de base que Cade était quand même vu comme meilleur premier choix, presque prospect, non pas générationnel, mais quand même très très fort. Donc il avait quand même un cran d'avance. Mais il y avait un peu ce truc de bon, bah les deux, en faisant un peu jouer les deux, on verra lequel s'en sort. Est-ce que, en plus, si les deux deviennent bons, bah génial, c'est un bon problème à avoir, quoi. On en échange un avec une bonne valeur sportive, du coup. Mais là, la blessure l'a un peu freiné. Je pense que les deux peuvent jouer ensemble, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure optimisation. De toute façon, long terme, c'est pas la meilleure optimisation. Donc là, voilà, Cade, il fait quoi? Il fait All-Star et All-NBA, je sais plus. Il s'affirme, ça va en playoff, etc. Donc peut-être que désormais, on va plus construire autour de Cade. Et donc le projet de Jaden Ivey, parce que tu parles de sortir du banc. Oui, ça peut être cool, mais est-ce que lui n'a pas aussi d'autres velléités? Ivey, pour l'instant, en début de carrière, bah non, mais moi, je peux avoir mon équipe aussi. Je veux être meneur titulaire, etc. Quoi. Donc à voir. Et tu parlais de niveau contrat, le problème c'est que draft 2022, si je dis pas de bêtises, ouais, donc il a fait 3 ans NBA. L'an prochain c'est sa dernière année au niveau du contrat rookie. Donc là c'est on a un peu une période bâtarde, quoi. Soit d'ailleurs il le prolonge désormais, ils peuvent lui donner une prolongation anticipée qui prendra effet en septembre prochain. Soit tu l'échanges maintenant où il a encore un an de contrat, soit tu attends et tu feras un sign and trade l'été prochain, soit sinon tu le prolonges et puis ensuite dans 2 ans tu l'échanges, quoi. Comme dit, moi je l'aime bien, j'aimerais bien le voir ailleurs. Et je me demande si c'est pas, tu vois, un projet intéressant à récupérer en espèce de deuxième draft, comme j'aime bien appeler. Genre, je sais pas, un Brooklyn ou une équipe comme ça qui joue pas grand chose et qui peut un peu le passer au révélateur, quoi. J'aimerais bien. Boston, hein. Boston. Ça va être une année pour passer des mecs au révélateur. Bon, ils ont choisi Anthony Simmons plutôt, mais ça aurait pu être un projet similaire. Tu vois, le Jazz, pourquoi pas Pour faire un Colin Sexton numéro 2. Ouais, tu me dirais, il y a quand même déjà Isaac Collier et Keyonte George à tester. Washington, il y a qui en jeune? Ah non, il y a Bud Carrington. Mais à part ça, tu vois, Washington, ça peut s'entendre d'aller les récupérer, quoi. Bon, Charlotte, il y a la Melo Ball. Brooklyn, il n'y a pas grand monde. Brooklyn, tu vois, tu peux payer pour tester, quoi. Je pense que ça va pas coûter très cher non plus, en plus. Les Pelicans,
Ça peut se faire aussi s'il y a un vide intersidéral, mais en même temps tu me diras non, c'est pas un bon spacing non plus. Non. Mais voilà, Phoenix aussi, tu vois, Phoenix qui relance un peu un projet de jeune, on l'a bien compris. Vrai, Phoenix. Tu vois, ça peut valoir le coup. Une doublette Phoenix, Kuminga et Jaden Ivey à Phoenix en renfort, je ne sais pas. Non, mais voilà, c'est un peu l'idée pour moi de potentiellement peut-être qu'une autre équipe avec plus de ballons, on pourrait un peu plus le passer au révélateur, alors que là, je pense qu'on a bien compris ça m'étonnerait qu'ils reprennent une place de titulaire en tout cas. Je ne pense pas. À voir ce que ça peut donner en sortie de banc. En réalité, si c'est une équipe qui veut être compétitive, t'as aussi besoin d'un mec comme ça en sortie de banc. Hein. Surtout que s'il te coûte que 10 millions l'année, autant le gars. Tu vois, entre lui et Dennis Schroeder, je préfère quand même Jaden Ivey, quoi. Ça dépend pourquoi. Pour gagner de suite, je préfère Schroeder. Ouais, je suis même pas sûr. Hein. Enfin, je suis pas. Je pense que ce soit pour gagner tout de suite ou plus tard, je préfère avoir Jaden Ivey. Je pense qu'il est moins déconnecté du collectif, quoi. Je trouve que Schroeder, c'est vraiment c'est un joueur qui a un gros volume de passes, mais qui est complètement, je trouve, genre, qui joue à côté de l'équipe et en plus qui est un vrai problème défensif, là où Jaden Ivey, peut-être que ça peut un peu plus tenir la baraque aussi. Donc ouais, non, je pense que je préfère avoir de toute façon Dennis Schroeder, il est parti aux Kings. S'il est parti aux Kings, c'est que c'est un joueur qui va pas t'aider à gagner des matchs dans tous les cas. Bah d'ailleurs les Kings, j'aimerais bien avoir un petit Jaden Ivey d'ailleurs. Mais ouais. Le prochain over-under, c'est Lauri Markkanen. Je pense que c'était toi, tu avais voulu te rajouter des points faciles. Tu nous avais dit Lauri Markkanen, le over-under c'est 0,6 de assist par usage, donc 0,6 de ratio de playmaking. Donc en gros, est-ce qu'il fera plus de passes qu'avant? Tu avais dit under, j'avais dit under, et évidemment on est under, il est à 0,3 je crois. 0,35, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc là, c'est la stratégie de Hazard des over-under, mais trop facile, tu vois. Mais ça marche pas parce que du coup, moi aussi, je dis le même truc que toi. Et donc, on a tous les deux un point, quoi. Ça aurait pu se développer, en vrai. 0,6, c'est quand même pas grand chose, hein. 0,6, enfin, je veux dire, ça fait déjà partie des mecs qui font pas une passe, quoi. Et pourtant, il a réussi à pas se développer. On s'est dit que ça pourrait peut-être venir avec, potentiellement, l'année un petit peu pour le mettre en avant plus à la création, mais non. 0,6 c'est pas mal quand même. Il y a quand même des tonnes de joueurs qui sont pas à 0,6. Hein. Pour le coup, 0,6 c'est... Qu'est-ce qu'on a autour de 0,6? On a Nasrid, Enrique Freeman. Ouais, attends, il y a 100 minutes. Je vais mettre un filtrage de minutes parce que là, on s'y retrouve pas. Il y a trop de joueurs. Ochai Agbaji, Kyle Kuzma, c'est pas des joueurs qui t'inspirent énormément le passing quand même. Corey Kispert, Alexandre Sarr, Wembanyama, et à 64, 0,64. Patrick Williams, Keon Ellis. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais en fait, il est resté dans les bas-fonds du classement. D'ailleurs, il est. Où est-ce que je le vois? Il a fait 1000 minutes ou pas? Je l'ai peut-être éliminé du filtrage tellement j'ai pris de minutes. Bref, il est 3e pire de NBA. 3e pire derrière Jabari Smith, qui est un peu comme lui, c'est-à-dire du pull-up et du shoot, mais pas trop de drive, pas trop de passes, et Derrick Jones Jr. aussi. Donc on reste un peu dans les bas-fonds du classement, mais ok. Bon, 2 points faciles pour nous du coup. Allez, mais tant mieux. L'autre, il était de moi, je crois. Je crois qu'il était de moi. Porzingis et Al Horford, 2500 minutes en cumulé, les deux en même temps. Les deux ensemble, 2500 minutes. Les deux ensemble sur le terrain? Non, en cumulé total, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, il y avait un peu ce pari de blessure Porzingis et âge pour Al Horford. Et donc, je voulais faire un over-under sur est-ce que les deux vont jouer ou est-ce qu'ils vont jouer autant ou est-ce qu'ils ne vont pas jouer autant. Et donc, tu avais dit under, j'avais dit under. En l'occurrence, Al Horford, il est à 1600, 1700 presque. Et Porzingis, il est à 1200. Donc, on est over, hein. On avait dit 2005. 2005, ouais. Ah, on est largement over, ouais. On est largement over, alors que tu vois, j'ai cette impression qu'au final, Porzingis a manqué beaucoup. Il fait à peine 1200 minutes, Porzingis. Mais je crois que la surprise, c'est que Al Horford a tenu la route, quoi. Ouais, 60 matchs à Horford. Pourtant, tu vois, ils ont pas trop tiré sur les... Ils lui ont pas fait jouer les back-to-back et toutes ces choses-là. Mais il a quand même tenu 1700 minutes, ouais. Mais ce qui n'était pas sûr, hein, parce que là, on sort de la saison 2025 où il a été génial. Mais rappelle-toi, 2024, on est inquiet. Alors les playoffs avaient été bien, mais la régulière 2024, on était inquiet. On s'était dit, waouh, ça sent la fin, quoi. C'était pas top. Les playoffs nous avaient un peu rassurés, mais je m'étais dit, bon, les playoffs, c'est
c'est peu de matchs, c'est aggro en jeu, c'est une période assez réduite, quoi. C'est pas toute une saison. En playoff, il passe de 26 à 30 minutes par match en playoff, mais c'est une vingtaine de matchs. Donc tu te dis, bon, ok, sur 20 matchs, il peut se donner à fond pour aller chercher sa bague, il l'a fait. Mais est-ce que ce sera pareil sur l'entièreté de 2025 ? Mais en fait, il l'a fait. Il l'a fait en plus en étant meilleur que l'an passé. Enfin, toi, tu t'as beaucoup vu les Celtics, on est d'accord, il a été meilleur qu'en 24. Il a été meilleur qu'en 24. Après, ils l'ont aussi quand même pas mal utilisé de manière un petit peu, disons, un peu moins mobile qu'avant, quoi. Donc, je pense on arrive vraiment au paroxysme il est sur le terrain pour faire des minutes de qualité, mais il y a aucune création. Il y a moins de switch qu'avant en défense. Je crois que c'est le joueur qui a le moins. Je crois que j'ai vu un truc passer hier. C'est le joueur qui sur le temps passé sur le terrain, qui a le moins de ballons de la saison l'année dernière. En gros, il a le ballon que genre 4% du temps quand il est sur le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il prend le ballon, il tire ou il passe et la plupart du temps, il a juste pas le ballon, quoi. Au niveau de beaucoup de temps passé, mais jamais le ballon dans les mains en termes de, par exemple, de touches par match ou de trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors attends, je vais essayer de regarder vite fait. Mais non, mais en plus, ce qui est marrant, mais tu parles de ça, mais il y a un côté où à l'époque, à Ford, on en parlait comme ouais, c'est génial, quoi. C'est un mec de switch all. C'est comme Draymond. Il y a Draymond, il y a Bam, et il y a Ford, le côté un pivot qui shoot et en plus en switch all en défense, quoi. La polyvalence défensive. Comme tu dis, plus ça avance, plus on est sur en fait un mec qui faisait du drop et plus trop. Pas tant que ça testé en switch, alors ça pouvait arriver par moment, mais c'était plus un play call pour changer, quoi. C'était plus de base, on part en drop. Tu vois, je me suis un peu refait pour les décryptages vidéo là. Le match des Cavs, quand ils font tomber les Cavs invincibles, ça démarre en drop et puis au bout d'un moment en deuxième mi-temps il y a un peu un play call. Mince, ça marche pas. Allez, une fois ou deux on passe en switch, mais juste pour le côté un peu surprise de absorber le décalage, etc. Mais on est d'accord qu'on n'est plus du tout sur ce côté switch all, quoi, aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles. On enregistre le 2 septembre et on sait toujours pas s'il va aller aux Warriors ou à la retraite. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il va encore vous trahir. Hein. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il vous abandonne une deuxième fois. Nous trahir, c'est-à-dire qu'il y avait quand même pas grand-chose à aller chercher cette année. Tu peux pas trahir s'il y a plus rien à jouer finalement. Moi, je préfère qu'il aille prendre une deuxième bague aux Warriors avec Curry et Butler. Mais ça va dépendre de Kuminga, en gros, j'ai l'impression, cette affaire. Ouais, c'est un peu ça qui va tout débloquer, mais bref. Donc voilà, belle saison de Ford qui nous fait mentir. Je ne trouve pas Ford au niveau des touches par match là. Peut-être que j'ai ouais, si, ouais, il est top 10 des pires en effet sur les gros minutages. Sur les mecs qui jouent au moins en tant que lui, il touche la balle 36 fois par match, ce qui est très peu. Tu vois, il y a autour de lui, il y a Finney Smith, Casey Nolas, Josh Green, Lou Dort, bref. Ok. Donc ok, je crois qu'on en avait d'autres d'ailleurs sur Boston. Turnover adverse. Je pense de Boston. Ah, ok. On avait dit top 20, le over-under top 20. Tu avais dit oui, ils seront top 20. J'ai dit oui, ils seront top 20. Est-ce que Boston est top 20 en termes de création de turnover ? Suspense. 24e. Ah bah non, ils y sont pas. Ils sont pas du tout. Ils sont pas du tout. On est vraiment sur une défense qui est très polyvalente, mais pas du tout pour faire des switches. Hein. Mais c'est un peu c'est marrant parce que quand on pense à switch ou mobilité, dynamisme, on se dit ouais, création de turnover, alors qu'en fait pas trop, quoi. C'est juste occupation du terrain, surtout côté Boston. Occupation des zones, forcer les joueurs et le ballon à pas rentrer dans certaines zones sans forcément courir sur le. En fait, c'est une défense qui est agressive, mais sur l'homme, entre guillemets, qui est agressif sur les zones pour pousser, pour éviter qu'il y ait des corps qui viennent s'y mettre, quoi. Mais il y a pas forcément de pression sur l'homme ni de pression trop sur les passes de balle, enfin sur les lignes de passe. Après, il y a un peu de pression sur le porteur de balle, mais ça va pas. C'est vraiment plus pour entre guillemets faire que l'action va pas se dérouler correctement que pour vraiment faire une interception, quoi. Et je trouve qu'il y a un côté, mais c'est marrant parce que c'est en ça que c'est très différent d'OKC, qui eux, il y a ce même aspect de switch, de polyvalence, de structurer le terrain, mais sauf qu'OKC, eux, ils font des paris défensifs et ils le font aussi parce qu'ils ont une escouade historiquement bonne là-dessus. Je me demande aussi à quel point il n'y a pas un peu de coaching là-dedans, côté Mazzulla, tu sais, en fait, parce que des Jrue Holiday ou des Derrick White ont déjà fait des saisons en étant élite au niveau du steal percentage, etc. Quoi. Ils sont capables. Mais je pense qu'il y a un côté aussi très mathématique chez Mazzulla, tu sais, de contrôler un peu les fautes, notamment les lancers francs, etc. Donc juste, on reste en place, on t'oriente vers l'aile, on t'oriente vers le côté, vers la raquette, enfin non pas la raquette, mais justement, mais ce genre de truc. Et il y a peut-être un côté de, bah non, ne tentez pas votre chance, quoi. C'est peut-être plus rentable de pas faire 5 interceptions, mais parce que tu vas aussi économiser 10 actions où tu t'aurais tenté, mais tu te serais loupé, quoi. Ou alors t'aurais fait faute, t'aurais donné des lancers francs. Et Mazzulla, il parle beaucoup de ça, quoi, de ce côté jeu des possessions, mais pas forcément rebond offensif. Côté
les corners à 3 points, le côté lancer franc, rentabilité des zones, etc., quoi. Ouais, bah c'est par contre une équipe qui est très bonne qui est assez bonne dans la protection du rebond défensif pour le coup. Ouais. Et c'est vraiment plus une question de bataille des positions que bataille du ballon, quoi. Et ça va vraiment beaucoup plus jouer là-dessus. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une défense agressive. Ah, tu vois, il faut pas faire passer le fait de pas faire de perte de balles pour une défense qui est un peu plus, qui est pas agressive. En fait, ils sont agressifs comme s'ils jouaient au risque, en fait, ils veulent avoir le plus de territoire possible sur le terrain, sans forcément couper les lignes de passe, quoi. Oui, et puis tu peux être agressif en termes de positionnement et ça donne pas un turnover à la fin. Mais quand t'as genre Mitchell qui va attaquer Jaylen Brown et il y a Tatum sur sa gauche et il y a Jrue Holiday sur sa droite et le terrain est bouché, c'est un positionnement très agressif. Il n'y a pas d'interception à la fin, il y a juste une passe vers le shooter sur l'aile qui prend 3 points, qui le manque, mais c'est agressif. Mais même s'il n'y a pas d'interception à la fin, quoi. Mais ok. Autre pari, celui-ci il était de moi, over-under, j'avais dit Xavier Tillman, puisque alors Ford et Porzingis vont être vieux, ils vont même pas faire 2500 minutes ensemble, on avait dit. J'avais dit Xavier Tillman, ça va être sa saison, alors Ford est très vieux, Porzingis va être blessé, Tillman va faire 1500 minutes. Tu avais dit over, j'avais dit over. Je crois que c'est notre plus beau plantage de la saison. Ouais, parce que 231 minutes et voilà. Parce que c'est pas parce qu'il s'est blessé, vraiment, c'est parce qu'il s'est fait doubler dans la rotation par Neemias Queta et Luke Kornet. C'est ça. Alors, le verre à moitié vide, c'est que... Alors, même, je prends les minutes de Cleaning the Glass, sans le garbage time, tu vois, ça tombe à 150 minutes sur la saison. Même pas à 200 et quelques, mais à 150. Donc, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Non, mais après, voilà, le verre à moitié plein, c'est de dire, pour Boston, bon... On avait parié sur Tillman parce qu'il avait fait venir Tillman. Brad Stevens, c'était un mec qui était un peu typé à Ford, c'est-à-dire, sans le shoot évidemment, mais le côté intelligent, steal percentage d'ailleurs, le côté aussi dribble and off, jeu de main à main, très bon passeur depuis le posto, etc. On le connaît, hein, Tillman, rebond offensif aussi. Enfin, il était profil vraiment de big intelligent. Et finalement, il a été supplanté dans la rotation par Kornet. Mais c'est là aussi où tu vois, je pense que Mazzulla a sans doute préféré Kornet au-delà du côté, simple évolution de niveau de jeu de Kornet, l'aspect aussi défensif. Tillman n'aurait pas pu jouer le rôle de safety, de roamer, comme on dit beaucoup. Là où Kornet, tu le mets sur un non-shooter, tu dis, vas-y, tu rôdes autour du panier et tu joues, tu protèges le panier. Et voilà, on s'était dit, peut-être que c'est le profil offensif de Tillman avec son jeu de main à main, son passing qui va être priorisé. Et en fait, c'était l'inverse. Ça a été surtout le profil défensif de Kornet et un peu plus même aussi Neemias Queta et son catch and finish. Mais voilà, Tillman s'est fait un peu enterrer dans la rotation. Ouais, c'est ça. Et du coup, d'ailleurs, les meilleures runs courtes de la saison. Donc l'équipe, les Celtics performent le mieux quand c'est Luke Kornet qui est sur le terrain. Ça a été une surprise de bout en bout de la saison et en fait, tous les chiffres ont un peu donné raison finalement. Donner raison à Joe Mazzulla au coaching staff, mais à voir l'année prochaine, tu vois. Je me dis, l'année prochaine, il n'y a plus Kornet, il y a Neemias Queta, il y aura plus Al Horford. Peut-être qu'on va voir du Xavier Tillman un peu l'année prochaine. Au moins pour lui donner de la valeur et de l'échanger, mais... Bah c'est quoi? C'est soit Tillman, soit Luka Garza, non, l'an prochain? Putain, non mais c'est pas une blague. Oui, mais je sais, c'est bien. Mais t'es méchant en fait, hein. Pourquoi tu te moques des joueurs? Non, je me moque pas des joueurs, j'ai juste que tu passes de choisir entre Al Horford et Porzingis et à Tillman et Luka Garza, quoi. Luka Garza d'ailleurs, ouais. Bah ouais, hein. Ça va être une belle saison, je pense. Disons que, je vais essayer de le reformuler un peu mieux. Non, mais il y a un côté où, dans une équipe compétitive comme ça, où l'attaque était assurée, etc., bah oui, Kornet, tu le déploies dans ce rôle défensif spécial. Et lui, et en plus, tu vois, ce que je voulais rajouter aussi, il a toujours été bon, en fait, hein, secrètement, Kornet. Tu prends des stats de même quand il avait des rôles mineurs aux Bulls ou 2020, 2021, 2022, même sur des minutages très réduits à Boston au début. En fait, il inflige toujours des pertes d'efficacité au panier qui sont très, très bonnes, quoi. Alors que il n'en a pas l'air comme ça, parce qu'il n'est pas explosif, mais en fait, il est extrêmement grand, extrêmement long, très propre aussi, en termes de comment est-ce qu'il saute, sa technique de verticalité. Et donc, en fait, c'est un obstacle très grand. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans cet effectif-là, qui jouait le titre, où tu as besoin de défense, bah, tu prends Kornet. Dans un effectif l'an prochain où il n'y a pas Tatum, où il n'y a pas un tel, il n'y a plus Porzingis, il n'y a plus Al Horford,
Bon, peut-être que quand tu pars de plus bas, tu préfères sans doute la création, quoi. Tu veux peut-être plutôt que laisser Jalen Brown faire des 1 contre 1 tout seul, tu mets un peu de Tillman et ça peut tourner autour de lui parfois. Et puis voilà, t'as rien à jouer, quoi. À part aller chercher le first pick, mais je pense qu'on sait tous que Boston aura le first pick l'an prochain en plus, donc il n'y a même pas d'enjeu, quoi, pour la saison de Boston, on est d'accord. Ouais, bah, j'espère, mais j'ai peur qu'il tanque pas. Ça m'inquiète énormément cette volonté d'être compétitif là. À ton avis, est-ce qu'on peut faire pire que ce over-under des 1500 minutes? Eh bien oui, on peut faire pire parce qu'on avait fait un deuxième over-under sur Xavier Tillman. On avait dit 7 tirs à 3 points par 100 possessions. Parce qu'on s'était dit, bon, il y a un petit distance et il avait peut-être commencé un peu à en tenter. Il y a un toucher de balle. Pas mal. Il y a des il est très bon sur flotteur d'ailleurs, tu vois. Ce qu'on aime bien, ce côté dans la raquette. Bon. Au niveau des par 100 possessions, tu avais dit over, j'avais dit under, j'avais quand même senti l'arnaque. Hein. Cela dit, il a 6,9. Il a 6,9. Oh, le salaud. Donc, c'est le point. Et pour moi, bon, après, au-delà de la blague, 6,9, mais enfin, je veux dire, sur 250 minutes, quoi. Donc, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais je suis content de récupérer le point. On prend tout. on prend tout. Et donc, on attaque une nouvelle catégorie. On avait fait des over-under sur les présences ou les absences, notamment au niveau des trades ou des blessures. Le premier, c'est Brook Lopez. On avait dit over-under à 40 matchs. Over-under à 40 matchs. Tu avais dit over, j'avais dit over. Brook Lopez, combien de matchs cette saison? Bon, alors là, c'est une bonne question. 80. Donc, on a gagné tous les deux, un point chacun. Exactement. Donc voilà. Cela dit, le vieillissement a eu lieu puisqu'en effet, le niveau a décliné. Mais il était là, donc c'était assez cool. Le suivant, c'était Brandon Ingram. La barre était fixée à 41 matchs, donc une demi-saison également. On avait dit over pour toi et over pour moi. 41 matchs cette saison pour Brandon Ingram. Et là, on s'est bien planté. Ouais, 18. Voilà, 18. Il n'a pas joué du tout. On avait dit 41 aux Pelicans ou on avait dit 41 tout court? T'as raison, c'était peut-être. Alors, Brook Lopez, c'était peut-être 40 matchs aux Bucks, donc ça change rien. Ingram, c'était aussi 41 matchs, je pense, t'as raison, aux Pelicans. Donc on a perdu tous les deux. Oui, je crois que t'as raison, je crois que c'était par rapport au trade. Par rapport au trade, oui, c'est pour ça qu'on avait dit 40 ou 41, je pense. Tu as raison. Zach LaVine, on avait dit aussi 40 matchs aux Bulls, over-under. Voilà. Tu avais dit under. J'avais dit under, et je crois que ce Saligo, il fait 41 matchs et aux Kings. Il fait 42. Il fait 42 aux Bulls et il fait 32 à Sacramento, ouais. Donc on a encore perdu. Il s'est fait échanger, mais avant ça, il avait fait tous les matchs, donc 0 points chacun. Mais cela dit, on a quand même raison dans l'esprit, puisqu'il s'est fait échanger, tu vois. Donc on a un point dans l'esprit, ça compte pas, mais... mais voilà. Non, mais voilà, il y avait un côté où on s'attendait à ce que ça arrive, quoi. On avait déjà un peu commencé le démantèlement de cette équipe des Bulls avec des DeRozan qui avait été laissé filer. C'est peut-être un sign and trade. Bref. Où aux Kings, justement. Ah ouais, aussi, pas mal, ouais. Mais non, mais voilà, on avait bien vu que Chicago passait enfin à autre chose, arrêter un peu cette espèce de milieu de tableau. Donc, dans cette optique, on avait dit, bon, bah, Zach LaVine va pas faire 60 matchs ou 80 Bulls, quoi. C'était un peu l'idée, et en effet, ça a été le cas. Et je pense que lui a été échangé. Je pense que Vucevic n'a pas encore été échangé, mais parce que la cote est encore plus basse, quoi, niveau sportif. Ouais, et le contrat encore plus haut, non? Et le contrat, le contrat était pas mal aussi pour LaVine, oui. Pas plus haut, mais la rentabilité peut-être est moins intéressante. Après 21 millions, maintenant ça devient un contrat finissant. Oui. Il va peut-être négocier un buyout et aller faire un truc chez un contender 15 minutes par match. Bon, moi je serais pas fan, mais ok. Donc Zach LaVine, on avait raison, mais on n'a pas de points. Jarrett Allen, 45 matchs chez les Cavs. Oui, parce que souviens-toi, on avait dit peut-être qu'il faudrait le faire péter ce quatuor. Est-ce que potentiellement, etc. Enfin, on n'avait pas dit que ça allait arriver. On avait dit ça pourrait être dans l'air si ça se passe mal. Bon, tu avais dit over, j'avais dit over, donc on a tous les deux raison. Il a fait plus de 45 matchs chez les Cavaliers, donc c'est bon, on a raison tous les deux. C'est pas pour cette saison, et d'ailleurs je pense qu'on va encore continuer 2-3 ans comme ça. Oui. Au moins l'an prochain, je pense que... Enfin, je sais pas comment tu vois un peu l'effondrement des Cavs en playoff, mais pour moi il y a un côté juste réussite au tir, quoi, ou manque de réussite au tir surtout. Ouais, après qui était lié aussi à leur super gros début de saison. Et finalement, ils ont un peu payé le contre-coup à la fin. Enfin, ils ont pas payé le contre-coup parce que tu payes pas la variance. C'est pas des dettes que tu payes quand tu étais en surchauffe, mais
Dans le sens où, ouais, finalement, tout ce qui s'est bien passé, enfin, ça c'est, le début de saison ne pouvait pas mieux se passer et la fin de saison ne pouvait pas plus mal se passer, quoi. Mais finalement, c'était un peu la même équipe et bon, à voir comment ça évoluera quand même. Et je pense que même DeAndre Hunter pourra peut-être être mieux utilisé aussi la saison prochaine. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, à mon avis, il n'y a pas de raison de paniquer et de faire exploser l'équipe, en fait. C'est pas comme s'il s'était fait battre dans le jeu, en fait, je trouve. Hein. Il y a eu des blessures, Garland était blessé, Mobley a été blessé 1 ou 2 matchs en plus contre les Pacers, et puis on avait bien détaillé le fait que, même sur des 3 points, parce que les fans des Pacers parlent beaucoup du côté oui, mais les 3 points étaient contestés, c'est pour ça que Cleveland a mal shooté. D'accord, mais même si on isole les 3 points des Cavs grands ouverts, avec aucun défenseur autour, sur les 3 points grands ouverts, ils sont genre à 29%, quoi. Alors que... Enfin, voilà, donc c'est une anomalie, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait raison de paniquer, donc je pense que, bref, Jarrett Allen, on va un peu continuer au moins avec ce quatuor, vu qu'on a vu que ça a marché. Ouais. Nick Claxton, 40 matchs à Brooklyn, tu avais dit over, j'avais dit over. Effectivement, il a fait toute la saison du côté des Nets, donc on a un point chacun. Mais tu vois, bon, encore un mec que j'aimerais bien voir échanger, pour le coup. Oui, je sais que c'est un joueur que t'aimerais bien voir ailleurs. Bah, par exemple, c'est où tu peux le projeter un peu partout, ça fait du switch, quoi. Ouais, et puis tu vois, bon après tu me diras, bientôt il y aura Gafford aux Lakers avec Doncic, mais clairement pour moi c'était un peu une cible pour Doncic quand il arrive aux Lakers, quoi. Bon, ils ont préféré mettre un atout sur Mark Williams. Tant mieux pour eux. Moi cet atout je l'aurais mis sur Claxton pour le coup. Mais je crois qu'il venait de re-signer son contrat aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai dit il va rester aux Nets. Il venait de re-signer. Il reste encore une année à 25, une année à 23, une année à 20. Donc en plus, tu vois, le contrat est dégressif. C'est pas si cher que ça pour un mec de calibre, à mon avis, titulaire NBA. Mais ouais, il avait signé son contrat l'été dernier, donc il n'était pas de suite échangeable en plus. Donc ok, Claxton est resté. D'Angelo Russell, par contre, on avait dit 40 matchs du côté des Lakers. Tu avais dit under, j'avais dit under, et je crois qu'on a raison. Ouais, bah il a été échangé, puis il est déjà reparti en plus. Il est retourné aux Nets, et là non, il est pas retourné aux Nets. Non, oui, en trade, mais je crois que t'allais dire il était retourné aux Nets en free agent. Non, là il est allé aux Nets, il a été échangé aux Nets, et puis signature à Dallas, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Donc 29 matchs du côté des Lakers à peine. Bon, pour expliquer, ça paraissait assez évident qu'il allait se faire échanger, en tout cas logique, parce qu'il y avait un peu redondance avec Austin Reeves, etc. Donc t'avais pas besoin d'un autre porteur de balle comme ça. Tu pouvais, d'ailleurs, je crois que c'est ce que on dit l'an dernier. Hein, le côté, il vaut mieux utiliser cet argent pour avoir un 3&D. Ils sont allés chercher Dorian Finney-Smith. Donc c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui leur a permis d'être 3e de la conf. Donc très bien, très joli coup des Lakers, mais même pas le meilleur de la saison, mais très joli coup quand même. Mais pas mal. Jeremy Grant, pareil, 40 matchs du côté des Blazers, tu avais dit over, j'avais dit under. Tu as gagné, je crois. Ouais, il a pas bougé. Il a pas bougé. Et je pense que le contrat fait peur. Ouais. Je pense que le contrat fait peur puisque le joueur est intéressant à mon avis. Mais 32 millions, 34 millions, et en plus une player option pour 36 millions en 2028 quand il aura quel âge 32, 33 ans. Donc ouais, le contrat fait peur. Mais c'est rageant parce que, bon, tant mieux pour lui, il a pris l'argent, quoi. Mais c'est un mec que j'aimerais tellement voir dans une équipe compétitive, quoi, pour le coup. Ouais, bah c'est marrant parce qu'on en parle souvent et je me rappelle même on en avait pas mal parlé la première année du top 100 de comment toi tu le voyais par rapport aux gens qui l'avaient classé. C'est vrai que t'es assez haut sur lui. Je pense que c'est un shooter assez sous-estimé finalement quand tu regardes les métriques de shoot parce que du coup c'est pas du tout. Mais tu vois, je pense que lui c'est un joueur qui est un peu comme Lavine. Pâtit pas mal de son début de carrière et de comment il était perçu et comment aussi il a été utilisé quand il a eu beaucoup de ballons potentiellement. Et je pense que c'est des joueurs qui seraient des super troisième, j'aime pas dire option, mais ce seraient des super créateurs tertiaires ou secondaires efficaces avec parfois des... Je sais pas, hein. Moi, plutôt pas créateur, ça m'irait, quoi, tu vois. Non, mais quand je dis tertiaire, quand t'es créateur tertiaire, c'est que tu crées plus beaucoup, quoi. T'es plus à la finition, mais tu peux avoir pour moi, c'est un créateur tertiaire, c'est un joueur qui est utilisé à la finition, mais qui peut, tu vois, je roule l'idée. C'était un peu un créateur tertiaire dans le sens où il va être plutôt finisseur, mais il peut apporter aussi un peu l'aspect connecteur. Et au pire des cas, sur quelques actions, tu vas pouvoir lui demander de faire un peu de post-up ou un peu de drive. Bah d'ailleurs, tu vois, moi, on l'avait fait ensemble, là, je crois, un podcast de trade théorique. Moi, j'avais imaginé jouer l'idée à Portland contre Jeremy Grant. Et au final, ils ont préféré Anfernee Simons. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils préfèrent le joueur
plus jeune pour le relancer. Je sais pas si parce que au contraire c'est pour le rééchanger ensuite. C'est possible, hein, ce côté on récupère Simmons et ensuite on le refourguera ailleurs quoi. Mais bon, maintenant Boston joue plus rien. Mais je veux dire, dans un Boston compétitif, j'aurais largement préféré Jeremy Grant que à Fernie Simmons quoi, pour le coup. Surtout mais sur bon. les ailes, ça aurait fait pas de mal parce que Boston a quand même pas mal manqué, je trouve, de rotation sur les ailes. Mais effectivement, il est à plus de 38% depuis 5-6 ans à 3 points, alors qu'en début de carrière, il ne shootait pas, en fait. Mais plus de 38% sur 5 par match depuis 2019. En plus, il y a pas mal de saisons autour des 40%. Donc c'est un vrai bon shooter, hein, je pense, qui, je trouve, est un peu surestimé sur la défense off-ball, moi, sur la rotation au panier, etc. Mais qui est très sympa on-ball, pour le coup. Donc voilà. Jeremy Grant donc est resté à Portland et en plus peut-être aussi que Portland qui commençait à gagner s'est dit bah non on va le garder quoi. La défense était quand même pas mal, donc il y a 1 point et j'ai 0. Derek Lively on avait dit en se basant sur le tir à 3 points en finale NBA, on avait dit 0,6 3 points par match. 0,6 3 points par match. Tu avais dit over, j'avais dit over. Je crois qu'il en a pas tenté beaucoup, hein, donc je crois qu'on a perdu tous les deux. Mais il a pas beaucoup joué en plus. Il n'a pas beaucoup joué, mais par match, par match, on n'a pas eu l'explosion du 3 points, ben 0. Voilà, okay. 0 3 points tentés sur toute la saison. Donc voilà, on s'est planté et on n'a toujours pas ce côté 3 points. Pour expliquer un peu, on blague sur le fait qu'en finale NBA, il a eu un play call pour un 3 points qui était un peu surprise. Mais c'est un mec qui apparemment shooté dans ses années lycée. Donc on s'est dit peut-être que ça va venir quoi. Et en fait non, pas du tout. Donc ok. Et l'autre sur Lively, on avait dit, on avait fixé une barre à 76% de paniers assistés. 76%. Et tu avais dit moins que 76, donc plus créateur. Ouais. Moi aussi j'avais dit moins que 76% de paniers assistés. Donc on s'était dit voilà, le finisseur de la première année rookie c'est sympa, mais est-ce que ça va pas un peu baisser ce côté finition? Est-ce qu'on va pas avoir un mec un peu plus créateur? Je t'en prie. 79. Donc non, ça a pas beaucoup bougé. Là, on aurait pu faire le pari, c'est sur l'assist, le ratio de playmaking qui a explosé par contre. Ah ouais? Mais le ratio de playmaking il est passé de 0,56 à 1,10. Donc tu le doubles quoi. Ah ouais. C'est quoi? C'est du short roll peut-être, des dribble end off? Non, c'est pas mal du hub. C'était beaucoup des actions en hub poste haut. Ouais. Bon après c'est 30 matchs hein, encore une fois. Oui. Mais ouais. Ok, donc on a perdu les deux paris sur Lively. Alperen Sengun, tiens, aussi pour parler un peu de création et d'auto-création. Okay. 55% de paniers assistés. La barre était à 55% de paniers assistés. Tu avais dit over, donc un plus gros pourcentage de paniers assistés. J'avais dit over aussi. Et à combien est-il? 49. Il est à 49, sachant que pour dire, l'an passé, il était à 65% de paniers assistés. Donc on s'était dit de 65 à 55 on perdait 10 points, donc il y avait plus de création, c'était un peu ce côté parier sur le fait qu'il allait augmenter son volume de création. Cela dit, est-ce qu'on se fait pas un peu bananer en plus par les rebonds offensifs? Ouais, c'est sûr. Rebond offensif, bah ouais, si, il y a de fortes chances. Il est passé de récupérer 8% des rebonds offensifs de son équipe à 10%, sachant que c'est une équipe qui a pris de plus de rebonds offensifs que l'année dernière aussi. Donc forcément, je pense que ça tire les chiffres un peu vers le haut. Surtout quand on voit que c'est au cercle qu'il est le moins assisté. Il est moins assisté au cercle que sur mi-distance. C'est quand même un peu, tu vois, ça pose un peu des questions. Quand on sait que la personne qui est juste devant lui, 98e centile, la personne la moins assistée au cercle chez les intérieurs, c'est Steven Adams. Steven Adams n'est pas un créateur non plus, c'est juste les chiffres qui sont baissés par le rebond offensif. Parce que pour rappeler un peu le fait est que sur rebond offensif, tu n'es pas assisté. Tu prends le ballon toi-même, tu le remets dans le panier toi-même, il n'y a pas d'assist. Après, c'est pas de la vraie création comme si c'était un drive. C'est un peu l'idée. Donc, le chiffre est un peu tiré vers le bas là-dessus. Mais pareil, je crois que c'est Jalen Duren aussi qui est un gros rebondeur offensif. Tu regardes le pourcentage de paniers assistés, tu dis ah ouais, mais en fait c'est un créateur. Non, en fait il prend beaucoup de rebonds offensifs, donc il est peu assisté au général, mais la stat est trompeuse si on la lit comme d'habitude. Toujours sur ce côté pourcentage de paniers assistés et dans l'esprit donc création. Evan Mobley, 67% de paniers assistés pour Evan Mobley. Tu avais dit over, donc plus de paniers assistés. J'avais dit under et on est pile à 68. Donc tu as gagné. Tu as gagné à 1% près. C'est toi qui prends le point. Tu vois, j'avais vu venir un peu le côté. Il y aura une saison sans doute un peu plus de créateurs que l'an passé. Ça a été un peu le cas.
Et pourtant, même moi qui avais vu venir ça, je trouve que ça s'est un peu emballé sur son cas. Oui. Je trouve qu'on l'a un peu plus créateur, mais c'est pas comme si on était encore arrivé à destination, quoi. Oui, moi, même moi, on avait parlé un petit peu en début de saison, j'avais fait une vidéo sur cet aspect-là de pick and roll inversé. Ça reste pour l'instant plus du gadget qu'une vraie stratégie complète de l'attaque tourne pas autour de lui, quoi. C'est juste, il y a un petit truc gadget de, selon les situations, en 5 out, on lui fait un peu porter la balle parce qu'il peut un peu driver. Mais finalement, je pense que la gravité de tir est pas assez présente. Il est pas encore assez à l'aise aussi en dribble, tout simplement, pour vraiment être menaçant là-dedans. Tu vois, quand il dribble, tu sens qu'il lui faut vraiment beaucoup d'espace parce que très vite, il y a des interceptions, des mains qui peuvent venir traîner, quoi. Bah, il est grand et il fait rebondir le ballon très haut, donc forcément t'es vulnérable hein, sur des dribbles où ça rebondit haut, tu te fais attaquer. Mais non, mais voilà, si on compare à d'autres bigs, tu vois, je pense qu'on est largement en dessous de la charge de création de mecs comme Sengun, de mecs comme Jalen Johnson, voilà un peu ce type de joueur, quoi. Mais ça progresse, c'est bien. Pour dire aussi, en fait, l'an passé et pendant 2 ans, en 2023 et 2024, il était devenu presque finisseur exclusif, quoi. On était autour des 75% de paniers assistés, donc 3 sur 4 étaient assistés. Et on avait tous conscience que c'était trop peu, quoi. On préférait la version rookie qui était à 67. C'est pour ça qu'on avait fixé à 67, c'était le chiffre de rookie. Et on s'était dit, est-ce qu'il va pas revenir à des standards de rookie, voire même encore mieux, quoi. Et en fait, non. 67%. Bref. Tu vois, je me dis, c'est quand même pas mal lié aussi à son mi-distance, parce que là, quand on regarde, quand on a les pourcentages de paniers assistés, on a du coup est-ce que c'est au cercle, est-ce que c'est au mi-distance, est-ce que c'est à 3 points, et on voit qu'en fait, c'est plus sur les jump shots qu'il y a de l'autocréation, mais sur le drive, ça a un peu moins bougé qu'avant. C'est plus, maintenant, il est plus autorisé à se créer ses jump shots, mais il n'y a pas encore la possibilité de se créer vraiment les tirs au cercle. Ouais. Effectivement. Donc voilà, Evan Mobley qui a progressé, mais j'ai perdu le pari à 1% près. C'est dégoûtant, c'est comme ça. Jokic, Nikola Jokic, prochain over-under. On avait dit plus de 20% d'efficacité relative à la moyenne. Est-ce qu'il va nous retaper une saison à 120 de true shooting plus? Tu avais dit under, j'avais dit over, et je pense que tu remportes la bataille puisqu'il. C'est quoi, c'est 117? Il a un score qui est incroyable. Hein. C'est d'ailleurs le plus efficace de NBA. Mais on n'est pas remonté au 120 de true shooting plus. On n'est pas remonté au standard de 2023 où il était à 121, donc plus 21% relatif à la moyenne. Un des meilleurs scores de l'histoire, littéralement, un des 10 meilleurs scores de l'histoire pour un tel volume. On est à peine à 115, tu vois, c'est... Bon, je m'étais peut-être un peu enflammé pour un retour là-dessus. Donc non, 1 point pour toi et 0 pour moi. Et on avait aussi dit Jokic MVP, 0,5, on avait dit under tous les deux. On avait bien compris que quelles que soient ses performances, il n'aurait plus le MVP, en tout cas pas directement. Oui, mais tu sais pourquoi? C'est parce que il marquait 0,4 points de plus par match et il l'avait automatiquement. Pourquoi? Parce que si tu fais 30-10-10, normalement t'as un MVP automatique. C'est marqué, c'est marqué un petit peu dans les lois de la NBA. Le 30-10-10, c'est la convention Oscar Robertson en fait, et ça te débloque directement un MVP. Alors, je sais pas si t'as fait une blague extrêmement élaborée ou pas. Mais tu sais que la saison de Oscar Robertson, où il fait un triple-double de moyenne, il n'a pas le MVP. Oui, c'est Bill Russell qui l'a en plus, je crois. C'est Bill Russell, alors que c'est la saison où Robertson fait un triple-double, et c'est la saison 62 où Chamberlain met 50 points par match. Et oui. c'est quand même rigolo. Non, ce qui est encore plus rigolo, c'est que les fans de KC ont argumenté en faveur du mec qui ne faisait pas un triple-double de moyenne. Mais bon, c'est pas très grave, mais c'est pas très grave, c'est une question de trophée. Mais comme dit Michael Porter Jr., je sais pas si t'as vu sa déclaration. Il a dit. Lesquels? Parce qu'il y en a des plus ou moins. Ouais, c'est vrai qu'il est sur un run de folie là cet été. Michael Porter Jr. Il nous fait plaisir. Mais non, il y en a une où quelqu'un lui demande, un de ses potes lui demande, alors c'est qui le meilleur joueur de l'histoire pour toi? Et il dit, Nikola Jokic. Il dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, mais parce que c'est le seul mec de l'histoire qui a eu 5 MVP d'affilée. Et là, je me suis dit, oulala, je vais me recevoir des mentions sur Twitter, c'était le burner de Michael Porter Jr. Mais voilà. Non, mais voilà, je pense qu'il y a un côté fatigue des votants assez normal, quoi, pour le coup. Donc, et SJ était aussi à un niveau MVP dès l'an passé, hein, ce que j'ai bien développé. Je pense qu'on s'est un peu surfait le côté, il a progressé en 2025. À mon avis, pas à ce point, mais bon, ceci est une autre histoire. Denver, on avait dit 54,5 wins. Tu avais dit under, j'avais dit over. Tu avais dit moins de 54,5 victoires. Ouais. J'avais dit plus que 54. Qui a raison? J'ai malheureusement raison. Il y a que 3 équipes qui font plus de 54 victoires. Et Denver en fait partie. Que 3 équipes?
Et ouais, Ah oui, t'as raison. il y a que les équipes à 60 victoires qui font plus que ça. En fait, t'as un gros écart entre celles qui sont à plus de 60 et celles qui sont à 52 et moins. On a 3 à 60 et d'habitude on a un peu une à 60 et une à 55, une à 58 et là en fait non, on a des 3 à 60 et le reste c'est à 50, 51 ou 52 quoi. Ou 48, tu vois, t'en as 3 à 48, une à 49, 3 à 5, 4 à 50, 51, 52. Donc t'as un gros nœud entre je sais pas, la 13e, non, peut-être, ouais, je sais pas compter, mais il y a un gros peloton, quoi. Ça non plus tu sais pas le faire? Non, t'imagines. Ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Non, mais bon, ils sont quand même top 4 hein, à l'ouest. Mais c'est vrai que t'étais assez tôt dans le wagon. Denver va être nul. Bon, ils n'ont pas été nuls, mais t'étais assez véhément sur ce côté. Ils vont être moins bons cette saison. Ouais. Et pourquoi? Westbrook? Déjà pour aller assez vite là-dedans, je pense que ça fait. En fait, pour moi, il s'était déjà mis une balle dans le pied en laissant partir Bruce Brown. Et ils s'en ont mis une grosse deuxième en laissant partir KCP. Ah oui, le départ de KCP, ouais. Ouais, le départ de KCP. Et je pense que l'arrivée de Dario Saric allait pas changer grand-chose. Je pensais pas qu'ils allaient laisser beaucoup de place à Julian Strawther. L'arrivée de Westbrook allait pas forcément apporter énormément non plus. Bon, au final, Westbrook a été pas mal quand même. Hein. C'était pas si cata que ça, hein, tu vois. C'était pas si cata, mais bon. Il fait 28 minutes par match, utile. Non mais attends, il y a quand même des saisons récentes où Westbrook a été beaucoup plus... Tu vois, tu prends la période de Lakers, c'était compliqué les Lakers. Hein. Là, je trouve qu'on a quand même eu plus de valeur de Westbrook. Mais ouais, ok. Bon, très bien, tu gagnes ce pari. Tu as vu que Denver était nul. Et d'ailleurs, Denver était tellement nul qu'ils ont poussé en 7 matchs le futur champion. Mais, mais ok. Tu vois, je suis de mauvaise foi. Mais je suis de mauvaise foi. Après, c'est à quel point Jokic est aussi imbattable en playoff, comme quoi... Non, mais alors, blague à part, il y a un côté aussi où Denver était un peu non pas en fin de cycle, mais en tout cas, il n'était pas en début de cycle. Donc, on n'était pas sur ce côté, on va forcer pour avoir plein de victoires en saison régulière et tout. On y va un peu à la cool, quoi. Ouais. Donc, très bien. Les Wolves, 56,5 victoires. Tu avais dit under, j'avais dit under. On était un peu dans ce côté, ils vont un peu décevoir. Être un peu moins étincelants que l'an passé. En effet, ils sont à 49. Donc ça se confirme. Ouais, finalement, ça s'est pas si mal passé que ça en playoff. Et la grève du Julius Randle a mis un peu de temps à prendre, mais a été intéressante selon les match-ups, j'ai trouvé. Mais oui, il y a clairement le manque de spacing, quoi. Pourquoi 56 parce qu'en fait, ils étaient à 56 en 2024. Donc l'idée, c'était, on parie, est-ce qu'ils feront mieux que l'an passé ou moins bien? Et on avait dit tous les deux moins bien. Oui. Mais donc on a un peu gagné de ce point de vue-là, un point chacun. Nembhard, Andrew Nembhard, 0,5 MIP. Tu avais dit under, j'avais dit under, et je me souviens que c'est toi qui avais proposé ça, et tu l'as proposé juste pour dire under, donc j'avais pas compris pourquoi tu avais dit ça. Je sais pas, c'était du bait, comme disent les... C'est du bait, ouais. Andrew Nembhard, il finit combien? Ouais, MIP cette saison. Bon, il est pas MIP en tout cas, donc... puis il est même pas dans les votes, donc c'est bien. Bien. Après le MIP, c'est surtout pour la régulière, quoi. Donc vu que lui, il est surtout chaud en playoff. C'est ça, quand tu passes de 29% en playoff à 50% à 3 points, ça aide, mais en régulière, j'exagère un peu, mais pas des tonnes hein, pour le coup. Ouais. Mais non, mais peut-être pour l'an prochain, Nembhard, tu vois, sans Liberton, ça pourrait être intéressant de voir si éventuellement, il faut bien que quelqu'un les prenne ces ballons. Oui. Donc, à mon avis, Nembhard est un bon candidat pour l'an prochain. Et tu avais dit aussi Nembhard 15 points par match. Tu avais dit over et j'avais dit under. Donc, tu vois, tu l'aimais bien quand même. T'avais pas fait une vidéo d'ailleurs sur lui aussi, Nembhard? Si, j'avais fait une vidéo sur Nembhard. Mais au final, c'est quoi ses points par match? Il décolle pas du tout. Il a 10. Ah ouais, ok. Donc, tu vois, t'avais dit MIP, t'avais dit non, mais t'avais quand même parié qu'il allait exploser. Et tu t'es planté. C'est ce que j'aurais pu parier. J'aurais pu parier qu'il allait être Defensive Player of the Month. Sauf qu'il aurait fallu que je me rappelle que ces trucs existaient et j'en avais oublié l'existence. Cela dit, pour te défendre un peu, en playoff 2024, il était à 15 points par match. Ouais. Peut-être que tu te basais aussi là-dessus, sur ce côté, il a explosé en playoff 2024, son année rookie, les playoffs, non pas sophomore, pardon, l'an passé. Mais ça n'a pas continué, donc voilà. Donc un point pour moi. Grosse surchauffe aussi en 2024. Hein. Oui. Les Pacers font des surchauffes en playoff depuis 2 ans. Donc, je ne sais pas comment juger ça. Est-ce que c'est un épiphénomène ou pas? C'est
plus ça arrive, moins il y a un risque, enfin de chances que ça soit un peu du hasard, quoi. Mais bon. Jalen Johnson, 22% d'usage. Tu avais dit under, j'avais dit over. Mais qui a raison, vu que c'est quand même le mec qui touche top 5 en termes de touches par match. Il me semble vu ton intonation de voix, à mon avis, ça doit être toi. 22 pile poil. 22 pile poil. Du coup, ni l'un ni l'autre. Hein. Bah si. Bah, c'est quoi le over-under? Il est à combien le over-under? Oh là là. Le mauvais quoi joueur. Tu vas jouer sur la virgule. Tu vas vraiment jouer sur la virgule là? Mais c'est virgule 0. Si tu veux, on peut arbitrer avec celui de Basketball Référence, mais il va être en dessous. Quelle enflure. Il va jouer sur la virgule près. Dans l'esprit, j'ai dit 22. Oh ouais. là là. Ah là là là. T'as dit plus que 22. C'est-à-dire que 22, c'est pas plus que 22. Si tu veux, à la limite, on prend l'usage de Basketball Référence et il est à 22,5. Donc, ça valide ton pari. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Je suis allé vers... J'ai dit on tranche sur... Sinon, on dit match nul, hein. Nul, mais... Moi, j'ai dit on tranche sur Basketball Référence. Il est au-dessus sur Basketball Référence. Ça me va. Je prends ma défaite. Bon, cela dit, Jalen Johnson, pour parler un peu de lui, on est quand même très frustré parce qu'il était un peu dans la saison de l'explosion, quoi. Bah ouais, et encore blessé, quoi. Ça en est presque inquiétant. On va croiser les doigts pour la saison prochaine et puis surtout pour jusqu'à la fin de son contrat, mais il y avait une utilisation qui était quand même chouette. Moi, il y a des limitations. On le voit offensivement, le shoot, on se pose un peu des questions, le dribble, la capacité de drive, est-ce que ça va vraiment exploser? Mais après, le profil est tellement intéressant défensivement et en transition et même je trouve off-ball dans les déplacements que on espère que ça tienne, quoi, parce que cette saison, 36 matchs. On en avait parlé ensemble, hein, je crois, sur le bilan des Hawks, mais pour moi, il y a un aspect où c'est devenu une plaque tournante un peu à la, alors pas au même niveau, mais Sabonis, voilà, ce genre de passing hub. Et en un sens, est-ce que vraiment c'est ça le profil idéal à côté de Trae Young, qui lui est un joueur de pick and roll, mais donc lui avec la balle entre les mains, qui aime moins faire du jeu off-ball sur des dribble and off, sur des sorties d'écran, etc. Jouer off-ball tout simplement. Je me demande si Trae Young, le partenaire idéal, ce serait pas plutôt soit un pick and pop, soit un pick and roll, quoi, pour le coup. Alors Jalen Johnson peut faire l'extra pass, hein, le short roll après le pick and roll, d'accord, mais c'est pas lui qui va mettre de la pression au panier en plongeant au panier. Tu vois, si tu me dis on échange Claxton et Jalen Johnson, j'adore Jalen Johnson, mais je me dis en tout cas offensivement le fit me paraît mieux entre Claxton et Trae Young qu'entre Trae Young et Johnson. Mais je pense qu'il pourra faire une très bonne carrière de passing hub si on lui donne son équipe, etc. Mais ce qui peut tout déterminer, c'est à quel point ça peut être un bon scoreur. À quel point on va un peu juste rester comme ça sympathique scoreur, ou est-ce qu'il peut un peu plus forcer sur la création pure et le scoring, quoi, tu vois, parce qu'au final tu changes de catégorie, quoi. Sabonis c'est un peu pareil. Sabonis à qui tu mets un peu plus de création, c'est Jokic, quoi, ou un Jokic du pauvre en tout cas, mais c'est pas le cas, donc ouais, on est déçu parce qu'en plus défensivement c'est quand même génial, quoi, Jalen Johnson, donc ok. Paolo Banchero, 7 assists par match. Tu avais dit over, j'avais dit over, mais est-ce qu'on est vraiment à plus de 7 assists par match pour notre ami floridien? On est à 4,8, donc on s'est planté. Comme il faut, ouais. Pas facile avec les joueurs autour de lui aussi, je pense. Il y a les blessures et tout ça. Peut-être l'année prochaine, on pourra reparler dessus. Après, il y a le côté blessure aussi pour cette année. Mais clairement, le pari montre à quel point on est fan du passing, surtout. Autant sur l'efficacité, c'est un peu moins génial, on va dire. Mais j'espérais un peu une prise de pouvoir, tu vois. On parle un peu avec Trae Young de mec héliocentrique. J'aimerais bien que lui, il le soit un peu plus, quoi. Et là, pour le coup, c'est pas trop le cas. Mais il n'y a pas qu'une question de coaching. Je pense que lui aussi aime bien prendre ses tirs plutôt que faire des passes, alors qu'il est quand même tellement bon sur les passes, quoi. C'est un peu frustrant. Il est tellement mauvais au tir. Et pas hyper efficace au niveau du tir, ouais. Ouais. Bon, ça a progressé. Il est plus qu'à 4% de la moyenne, en vrai. Bah oui, non, mais c'est normal. Au début, tu commences assez bas, et puis 2-3 ans, pareil pour Cade Cunningham, hein, d'ailleurs. Les deux sont un peu pareils en termes d'évolution de l'efficacité. Mais ouais, clairement, il y a un côté création et passing je reste un peu sur ma faim pour l'instant, quoi, pour le coup. Mais ok. Zion Williamson, on avait dit 1,3 points par tir tenté. Zion. Oh, les gourmands. 1,3 points par tir tenté. Gros kiffeurs.
Bon, il y a les blessures qui sont passées par là. Il était à 1,20 seulement. 1,20 Ouais. points par tir tenté en efficacité globale. Mhm. 1,3 grosso modo, c'est ce qu'on avait connu en 2021 et en All-NBA, 2023 ouais. même. Il était au NBA en 2021, 61 matchs, sa seule vraie saison en fait, presque. Quoique non, en 2024 aussi il était bon. 70 Non, il y a matchs une en vraie 2024, saison, ouais. mais un peu moins efficace. Mais on s'était dit, est-ce que ça peut pas remonter à 1,30 points par tir Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'année prochaine. Oui, mais de toute façon, c'est un peu le. C'est toujours la période où Zion est le meilleur, je trouve, en carrière. Ouais. C'est l'année prochaine. C'est à l'année prochaine. C'est Zion l'année prochaine, Williamson, ouais. Tu sais, c'est un peu c'est la phrase de Tom Brady. C'est quoi votre bague préférée? The next one, tu vois. C'est la prochaine, ma préférée. Là, c'est un peu pareil. C'est quand Zion va être au meilleur, c'est l'année prochaine, quoi. C'est quoi? C'est Bruno, le joueur qui était à une année d'être là, un joueur NBA, là. Bruno Caboclo. Ouais, qui serait... ouais, c'est ça. Ouais, qui se fait drafter surprise de nulle part. Et c'est Fran Fachila sur ESPN qui dit il est 2 years away from being 2 years away. 2 years. Il est à 2 ans d'être prêt. Donc ouais. Pourquoi il n'a pas été efficace Zion est un peu moins efficace au panier, de 67 à 64%. Spacing, hein, faut regarder les loulous avec qui il joue. Et, ouais, exactement. En fait, il perd 10 points, 10% de fréquence au panier. Il était à 70, il est à peine à 60% de tir de fréquence au panier. Donc c'est un peu gênant. C'est un peu gênant en effet. Mais voilà. On verra bien. Bon, après, l'année était tellement catastrophique en termes de spacing, en termes de tout, quoi, que voilà. Donc, pas de points ici. Et puis l'autre sur Zion Williamson, c'était 0,5 All-NBA First Team. Tu avais dit under, j'avais dit over. Ah, ouais, pas mal. Toi, je suis fier de toi, là. Je suis content. Bon, après, c'est juste parce qu'il a pas le nombre de matchs, hein, mais sinon, il aurait été All-NBA First Team, on est d'accord. Il aurait pu l'être. Il a fait quoi? Il a fait 30 matchs, donc de toute façon, il y aurait pas été. Mais 28 minutes par match en plus, ouais. Bon, bien vu. Bien vu l'aveugle. Donc 0 points pour moi. Attends, ça continue. Les Pelicans, Oh putain. on avait dit defensive rating 10e, enfin 10,5 le rang au defensive rating. Tu avais dit ils sont en top 10. J'avais dit ils sont en top 10. Les Pelicans, c'est pas la 30e défense de NBA, les Pelicans. Si, c'est la 30e. Ils sont bons derniers. Voilà. Bon, là, clairement, on est sur le cas où les Pelicans ont été blessés toute la saison. Hein. On s'attendait quand même à les voir bien meilleurs, hein, pour le coup. Ouais. Bon, et du coup, les Pelicans, 7,5 en offensive rating, le rang de l'offensive rating. T'avais dit ils seront pas top 7. Moi, j'avais dit ils seront top 7. Ils ne l'ont pas été. Ils sont combien en attaque d'ailleurs 27. 27. Ah ouais, d'accord. Bon, bah bravo. Bravo à toi, tu avais prévu les blessures. Bravo. Donovan Mitchell aussi. On avait dit 1,25 points par tir pour Donovan Mitchell. Explosion offensive. Mais je crois que c'est pas du tout le cas. Je crois qu'il est à peine au niveau moyen de NBA, donc autour de 1,14 ou 15. Ouais, voilà, il est 1,16. Donc non, toi tu avais dit over, j'avais dit over, donc 0 points chacun. On n'a pas l'explosion offensive de Mitchell. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que tu vois, quand on dit les Cavs ont été géniaux, on pourrait penser que de manière intuitive, hein, si les Cavs ont été géniaux, c'est parce que Mitchell l'a été. Alors il a été très bon, mais sur l'efficacité il a été un peu moins efficace que d'habitude. Le tir à 3 points s'est maintenu 37%, pas de problème. Le flotteur, il a mis beaucoup de flotteurs, comme t'en parlais tout à l'heure, mais 50% sur les flotteurs, mais moins de tirs au panier, 61% à peine au panier, donc ça bloque un peu de ce point de vue là. Et je crois que l'an passé en fait il était top 10 driver de NBA, il était devenu excellent driver, et cette année c'est un peu baissé, il est à peine au niveau de la moyenne, mais ok. Donc Mitchell, 0 points chacun. Pas assez efficace. Tiens, Jaylen Brown, 100,5 de true shooting plus. Sera-t-il au-dessus ou en dessous? Tu avais dit oui, il sera au-dessus de 100 de true shooting plus. J'avais dit under. Azad. 98 ou 96 de tête. Donc le point est pour moi. Est pour moi. Bon, là c'est pour s'amuser un peu pour le over-under, mais grosso modo, je pense qu'au bout d'un moment, comme on dit, au bout d'un moment, tu es qui tu es, quoi, pour le coup. Et en fait, c'est un joueur qui est toujours au niveau de la moyenne, grosso modo. Ouais, c'est un peu ça. Et encore, quand elle est au-dessus de la moyenne, c'est un peu année de fête. L'année prochaine, ça va être marrant, je pense. Ouais. Alors, je suis en train de regarder. Je vois qu'il a provoqué plus de lancers francs que d'habitude, pour le coup. Mais c'est quoi? C'est le 3 points qui est. Le 3 points était en panne totale. 32% à 3 points sur l'année. Ouais. Ça, tu vois, ça. Bon.
encore un membre du club. J'ai shooté à 40% en 2021, mais parce que les salles étaient vides en 2021. Mais sinon, 35% en 2022, 33, 35 en 2024, 32 cette année. Est-il vraiment un bon shooter à 3 points, Jaylen Brown? Alors, moi, je me rappelle, on a reparlé avec toi et on a même parlé avec Baptiste quand les Warriors l'avaient laissé ouvert à 3 points et il en avait mis plein et qu'on nous avait dit ouais, c'est quand même pas une super idée de l'avoir fait. Moi, je répète et je signe que c'était une bonne stratégie et que c'est pas un bon jump shooter. Bon. Peut-être qu'ils l'ont fait une année trop tôt, les Warriors, de laisser ouvert à 3 points. Mais bon. Non, mais je pense que la stratégie était bonne, mais en fait, tu peux pas dire bon, bah, c'est un mec à 35%, si on le laisse ouvert, il va mettre 35%. Non, parce que sur des 3 points très très grands ouverts, il peut les mettre avec un standard plus haut, et puis après, il y a toujours la question du shoot. Hein. Le shoot, c'est un peu une boîte noire, et il y a un côté mental, et voilà, t'en mets un ou deux, t'es en feu. Quand tu vois ses lancers francs, tu te dis que c'est pas un bon jump shooter, il y a pas le shoot, puis même sa finition au cercle ou quoi, c'est pas terrible, quoi. C'est un jump shooter à mi-distance, mais un peu moins à 3 points. Peut-être on peut. Mais en rythme, tu vois, c'est pour ça que le fait de le laisser ouvert à 3 points, pour moi, c'est un petit peu un bon moyen d'aller gratter cette incertitude derrière son tir, disons. Jimmy Butler, usage de 29,4%, ce qui à mon avis devait être son plus haut en carrière. Et on avait dit, toi tu avais dit over 29%, plus de 29%, et moi j'avais dit over également. Mais attends. Donc il est à 22% à Miami, 22% et 23% à Golden State. Souviens-toi qu'à l'époque, c'est peut-être l'époque où c'était pas encore emballé l'affaire Butler. Oui. Sur le côté, il va partir. 29 quoi. On s'est chauffé. Ouais. Mais encore une fois, quand on se remet, quand on a fait le podcast l'an passé, je me demande à quel point il n'y a pas un côté, il est en fin de contrat, c'est peut-être l'année à aller chercher le contrat, etc. Il y a personne, il y a moins de monde que d'habitude en termes de créateurs. Ouais, on s'est peut-être chauffé, hein. Mais pourquoi on s'est chauffé? Effectivement, 29,4 c'est son record en carrière. Donc tu vois, il a jamais passé la barre des 30% d'usage. C'est un peu le secret de Butler. Bon, en playoff, il prend beaucoup. En playoff, ça augmente, mais ça a toujours été un mec à petit volume. Mais non, finalement, il a pas fait l'année la contractir, il a juste demandé son trade et il a fait l'inverse en fait. Donc on s'est fait un peu bananer. Mais après, tu vois, le fait que c'est aussi l'intérêt de Butler, c'est que je te dis, il a jamais eu des gros volumes. C'est ce qu'on aime bien aussi, parce qu'à côté de superstars, il fit comme personne, quoi. C'est aussi pour ça qu'il peut être à côté de Joel Embiid et de Ben Simmons. C'est pour ça qu'à l'époque des Wolves, il n'y a pas de problème avec à l'époque Towns ou des mecs comme ça. Et que là, aux Warriors, en fait, il n'y a pas de problème. C'est le défaut, l'inconvénient de ça, c'est que quand tu as besoin, il va pas prendre les responsabilités. L'avantage, c'est que si tu as une bonne équipe, il va pas vampiriser le jeu du tout. Alors que si tu mets un Kevin Durant là-dedans, il va dire il me faut mes ballons. Si tu mets un Doncic, il va dire il me faut mes ballons. Alors que lui, il peut totalement jouer off-ball à côté de Curry et dans la motion offense en fait. Et tu vois, 22% d'usage pour un mec de ce calibre, de cette qualité, c'est record quoi presque. Hein. Ouais, non, c'est sûr que c'est un peu perturbant. Et d'un autre côté, ce qui est cool dans sa facilité à jouer à côté des autres stars, c'est que ça dépend pas de sa qualité de shoot. C'est-à-dire que même si le mec il est en sous-chauffe ou qu'il rentre pas ses 3 points, bon bah finalement dans tous les cas il est jamais considéré comme un shooter, c'est plus dans tout ce qu'il fait ailleurs qu'il est pluggable à côté de toutes ces stars quoi. Le suivant c'est Immanuel Quickley. Donc je pense que déjà on va perdre. Oui. 0,5 All-Star. Tu avais dit under, j'avais dit under. Donc on s'était pas enflammé à ce point. Okay. Je crois qu'on voulait le flatter en disant potentiellement All-Star, mais on était quand même pas allé au bout. Mais bon, on a loupé total. Mais bon, au-delà du pari en soi qui est rigolo, mais on croit encore. Est-ce que tu crois encore d'ailleurs en Quickley? Ouais. On est d'accord, hein? Ouais, beaucoup. C'est juste un peu une saison off où il a fait 33 matchs blessé. Oui, et puis le transfert à Toronto, la deuxième partie de saison c'est pas forcément bien passé. Le contexte à New York n'avait pas aidé, mais moi, je suis toujours je suis plus dans son bateau à lui que dans le bateau Tyrese Maxey. Je pense que le bateau Tyrese Maxey, il est parti plus vite pour l'instant, mais je crois encore en mes chances au niveau de la carrière. Maxey qui a été All-Star d'ailleurs, il me semble. Ouais, je crois. Après, être là sur le terrain est une qualité, mais c'est pas comme si Quickley était blessé tout le temps, quoi, tu vois. C'est juste là, cette saison, il n'a pas été là. Oui. À quel point aussi, ça n'a pas aussi arrangé les Raptors, finalement, qu'ils soient pas là hyper présents non plus. Mais je suis d'accord que j'aime beaucoup le profil aussi. Moi, j'avais aussi comparé les deux, hein. Quickley et Maxey, il y a beaucoup de similarités. On va dire que Maxey,
a eu beaucoup de ballons, donc il a pu en profiter en termes de production brute. Mais je suis d'accord et c'est pas pour descendre Maxé, au contraire, c'est pour dire, je pense que Quickley est un peu secrètement un top potentiel, quoi. Pour le coup, il a quel âge maintenant? Il a 25 ans à peine, 26. tu vois. Il a 26. 25, 26. Ah oui, il vient de faire, oui, 26, t'as raison. Il vient de faire les 26, t'as raison. Mais voilà, à suivre parce qu'on l'a quand même connu très bon, même sur un gros minutage. Hein. Je veux dire, certes, il sortait du banc, mais il fait 28 minutes par match en 2023. Il sort du banc, mais, mais il joue comme un titulaire hein, quasiment. Donc Quickley, on a un point chacun là-dessus. Très bien. Et Sacramento. Sacramento, wow. 43,5 victoires. Tu avais dit under, j'avais dit under. Je crois qu'on n'était pas fan du projet. Non, toujours pas d'ailleurs. Hein. Toujours pas. Et ils sont à 40 victoires. On a eu chaud. Okay. On a eu chaud. Ils sont à peine à 40. Enfin, ils sont quand même à 40 victoires. Je pense que tu vois, avec un vrai Dallas, un Dallas qui échange pas Doncic, avec des Suns au niveau attendu, avec des Spurs qui se blessent pas, on aurait peut-être eu ces équipes-là devant les Kings. Avec les Pelicans aussi. Ouais, en fait, les Pelicans aussi. Ouais, t'as raison. Sacramento, ils sont à quelques blessures d'aller chercher Cooper Flag. Hein. Ben ouais, hein, franchement. Non mais tu vois, ils sont 9e de conf. Hein. Je les voyais plus bas. Je les voyais quand même plus bas, mais comme dit, il y a eu les accidents Dallas, accident Phoenix, accident Spurs et accident Pelicans. Mais on verra bien pour l'an prochain. Donc là-dessus, un point chacun. Donc pas de discrimination de ce point de vue-là. On reste à égalité. Clippers, 40 wins. Tu avais dit over, j'avais dit under. J'avais dit under. Et les Clippers sont à 50 wins. Donc tu gagnes un point. Ouais. Celui-là, il en vaut pas 2. Je demande dans l'oreillette. Non. Tu demandes. Non. Non, mais moi, il y avait un côté où je craignais un peu l'explosion potentielle du groupe. Oui. Paul George était parti, l'état de santé de Kawhi était pas top. Harden était en fin de contrat, puisqu'il avait une player option, donc il aurait pu se barrer. Je m'étais dit, il y a un scénario catastrophe où il y a rien qui passe, mais on l'a aussi bien développé dans les bilans, et on vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse, mais il y a un côté où Harden a un peu sauvé la saison en reprenant un gros volume, alors qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit capable de reprendre ce gros volume. Ouais, ni que ça lui soit demandé finalement. Parce que c'était même pas sûr que Ty Lue a eu ça finalement de son équipe. Et il y a un scénario où tout s'est bien passé pour les Clippers. C'est-à-dire que quand Kawhi est revenu de blessure, ça s'est bien passé. Le développement de Zubac a été bon. La défense a très bien tenu. Ouais. Et secrètement une bonne saison d'Harden en défense aussi. On parlera jamais de la défense d'Harden parce que c'est plus drôle de s'en moquer, mais bon, en vrai, c'était une bonne saison collective. Powell qui a gardé son niveau d'efficacité avec plus de responsabilités. Enfin, en gros, tout s'est bien goupillé, mais c'est pas non plus une saison en surchauffe, quoi. C'est vraiment, ils ont joué leur carte du mieux possible, et il y a pas de blessure qui est venue se rajouter à un groupe qui était peut-être un peu vieillissant, et Kawhi est bien revenu, donc ouais, l'année prochaine, c'est le titre. Clairement, le pari de mon côté était sur blessures et trade. Oui. Clairement, c'était pas sur le niveau de jeu parce que on avait bien parlé du fait que défensivement, Paul George avait été remplacé, pas offensivement, mais défensivement, il y avait pas de problème. Chris Dunn, Doug Jones Jr., etc. Donc voilà, mais je m'imaginais un peu un scénario catastrophe où tu gagnes pas du tout en début de saison. Kawhi Leonard se fait échanger parce qu'il ne reste plus que 2 ans de contrat ou un truc comme ça. Donc, tu vois d'ailleurs Dallas, au final, ils font 39 victoires. Bon, c'est un peu un trade surprise qui n'aurait pas dû arriver, mais un peu ce genre de scénario catastrophe où je m'étais dit s'il y a un truc qui se passe en milieu de saison comme ça, on peut être en dessous des 40 victoires. Bon, ça n'a pas été le cas. De l'autre côté, les Lakers 50,5 victoires, 50,5 victoires. Tu avais dit under, toi le fan de Boston, et moi j'avais dit over. Ils sont à 50 victoires, exactement. Ouais. Ils sont pile à 50 victoires. Donc c'est toi qui as gagné en plus, enfoiré. Ouais. Alors ça, c'est un peu bâtard parce que... Bon, bref, ok. C'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est la vie. Dans l'idée, j'ai l'impression que c'est moi qui gagne dans l'esprit parce que je les avais vus beaux. Ils sont 3e de conf, plus de 50 victoires. C'est bien. Fallait faire le vendeur sur la place. C'est toi qui prends le point. C'est dégueulasse. Et le dernier, Golden State top 6 de conférence. Azad avait dit over et moi j'avais dit under. Moi je ne me ferai plus avoir par ces Warriors. Bon, ils ont fini 7e. Donc cette fois, le point est pour moi. Et encore 7e parce qu'il y a le trade de Butler qui vient tout sauver, hein, pour le coup. Ouais. Mais tu vois, dans l'idée, moi j'avais ce truc ça faisait 2-3 ans que je me disais ouais, ça peut coller, ça colle pas, il n'y a pas de renfort conséquent, etc. Au final,
le 7e n'est pas non plus représentatif, je trouve, parce qu'en vrai, l'équipe est quand même bien meilleure, non, que ça. Oui. Et puis, t'es 7e, tu gagnes 2 matchs de plus, t'es 3e, quoi. Donc, Ah oui, mais il fallait faire sur 2 matchs de plus, hein, ton over-under. C'est pas ce que je dis. Je te parle du niveau des Warriors. Mais oui, c'est sûr que si sur la deuxième partie de terrain, en vrai, genre, c'est sur la deuxième partie de terrain, sur la deuxième partie de saison, c'est une bien meilleure équipe. Et s'il y a pas la blessure de Curry contre Houston, ça pose quand même pas mal de questions. En vrai, je crois qu'on avait parlé dans les bilans des Warriors, ils sont à plus 9 et quelques de net rating sur la fin de saison. Et donc, en gros, c'est le 3e meilleur net rating de NBA depuis février, quoi. Donc, voilà, on oublie parce qu'il y a la blessure, etc. Ils sont pas allés au bout, même pas en finale de conf. Mais en vrai, c'était une équipe d'élite. Hein. Et moi, j'aurais été très curieux de voir ça contre OKC. Vraiment. Ouais. Mais même contre les Warriors, même contre les Timberwolves, ça aurait été intéressant si c'était pas blessé. Oui, parce que tu faisais face à une très bonne défense et c'était un peu 2 très bonnes défenses contre 2 attaques avec des compromis. Donc rien que ça aurait été chouette. Exactement. Donc on arrive à la fin, de ces over-under et donc je fais la somme. Ah ouais, déjà? Ok. Déjà, ça fait 2 heures, Azad, qu'on parle. Ça fait 2 heures. Non. Bah si. Ah bah oui, mais moi je pensais qu'on avait commencé à midi. Je me dis, il est 13h, on est large. Voilà, l'information qui est pour les auditeurs, c'est extrêmement intéressant que tu révèles tout ceci. Ils comprennent rien à ce que tu dis, en plus. Donc, à la fin, Azad, 30 points. Et moi-même, 29. Non, mais attends, ça me plaît pas, ça. Ça fait 2 fois que je te bats d'1 point, j'en peux plus. Attends. Non, mais on coupe, je refais. Et donc Azad 30 points et moi je finis avec 33 points. Donc c'est moi qui gagne cette année. Donc voilà pour ces over-under. Ça va, t'es pas trop déçu de perdre de 3 points à peine? Non, bah non. T'es déçu, hein? T'es déçu un peu quand même. Hein. Ouais, j'ai larmes aussi. Je peux comprendre. Mais pourquoi j'ai fait Wembanyama MVP? C'est ça qui me met dans n'importe quoi. T'as fait Zion n'importe quoi. First team aussi, pas mal. Zion first team et Wembanyama. Comme quoi. Mais du coup, ça fait 2 années de suite que je gagne le over-under. Et toujours pas de récompense. À la troisième année d'affilée, tu me laisses le basket là pour un épisode ou pas? Non, attends, il y a quand même des standards de qualité à maintenir. Ouais, c'est vrai. Tout ceci sera coupé. Donc voilà, 33 pour moi, 30 pour toi. Après, t'es quand même pas mal. Hein. Tu t'es quand même bien défendu. Mais victoire de ma part, évidemment. En tout cas, j'espère que tu ne le prends pas mal, cette défaite. Merci beaucoup, Azad, d'être passé pour ces over-under et rendez-vous pour les prochains, alors. Avec grand plaisir pour une 3e année d'affilée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette 2e victoire donc au niveau des over-under de mon côté. J'espère que j'aurais pas fait de fausse manip au niveau du montage. Non mais voilà, toujours un format qui est... Pour le coup, c'est un des rares formats où on est aussi un peu pour s'amuser, alors pas totalement. Tout ce qui est un peu 100% quiz et autres, on le fait en live, on le fait en Twitch d'ailleurs, je vais vous en parler. Mais voilà, il y a un côté un peu plus fun, un peu plus détente que d'habitude, évidemment, même si on essaie tout de même ça reste un épisode du Basket Lab et ça reste un podcast, donc j'ai aussi envie que ça soit pas du 100% jeu. Donc on a essayé d'être sérieux un peu, on a balayé plein de sujets et je pense que c'est un exercice très intéressant. Faudrait que je me mette d'accord avec Garincha du Discord, je ne sais pas si tu m'entends Garincha. Mais peut-être qu'on mette en place aussi un sondage pour que les auditeurs puissent voter en octobre prochain pour le prochain over-under. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir à quel point est-ce que chacun peut pencher d'un côté ou de l'autre sur ce genre de petits paris. Donc on verra ça. Et donc justement, je parlais un peu de quiz. Je rappelle un peu le programme live Twitch puisqu'on a un beau programme qui va arriver, notamment lundi 8 septembre. Donc c'est lundi prochain à 21h30. Nous avons une grande soirée de la mi-décennie, donc c'est-à-dire que on a déjà fait sur la décennie des années 2010, on avait fait un top 100 qui avait pris, c'était une saga d'été qui avait pris 20 épisodes, etc. Là on va juste se faire une soirée live Twitch où en fait on va essayer de construire petit à petit en mode détente un peu les meilleurs joueurs de la mi-décennie des années 2020 puisqu'on est ça y est à la moitié. Donc ça c'est lundi 8 septembre, la mi-décennie ensemble sur Twitch 21h30. Et puis quelques jours à peine après ça, le
12 septembre, vendredi 12 septembre à 21h30, nous ferons un méga quiz avec les jeunes et les vieux, les jeunes génération Basket Lab et les vieux génération l'écho des parquets. Tout le monde se retrouve autour d'un méga quiz. Je vais essayer d'animer tout ça. Donc voilà, là ce sera vraiment purement pour la détente et pour le fun. Donc voilà, notez dans l'agenda, je vous le rappellerai, ne vous inquiétez pas. Mais voici, bon, et d'ailleurs tant qu'on est aussi dans la promo, également pensez aux rétrospectives NBA 2025 qui sont publiées sur YouTube actuellement, des rétros de matchs tactiques. D'ailleurs il y en a un passionnant là entre les Spurs et les Grizzlies. Bref, donc voici pour le programme, et donc nous on se retrouve prochainement dans à peine 2-3 jours je pense pour parler un peu de draft. C'est vrai qu'on a parlé déjà de la draft à l'époque, justement, mais on va essayer d'aller un peu plus en profondeur sur l'intégralité du premier tour. Donc la prochaine fois, un petit tour d'horizon des prospects, des principaux prospects de 2025 avec 2 mois de retard, mais tout de même. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Ata d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.